T'as déjà striké dans tes guichettes, et avec des lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game over. Salut tout le monde, bienvenue à Game Over, le podcast de baseball avec mon bon chum Éric Gagné qui présentement... en fait, j'ai une discussion avec Éric hier qui me disait hey, je vais être en remote cette semaine parce qu'il fait tellement chaud en Arizona qu'il faut que je me sauve à Santa Monica en Californie. Je sais pas si c'était une tentative de faire pitié, mais ça marche pas. On est bien ici, moi, de quoi? Il fait 120 en Arizona. Fait que... Non, ça, j'étais à Newport Beach. Excuse pas, Santa Monica. Newport Beach. Regarde, Ouais, pour nous autres, ouais. honnêtement, je vais dire ça d'une façon très, très gentille et polie. On s'en crisse, tu nous fais chier, on aime ça, on se sent un peu mal et tout. C'est quoi le lit en arrière que je vois? Ça a l'air d'une espèce de Ça, démon. oh mon Dieu, ça, c'est un beau petit lac, mes beaux coquillages. J'ai nettoyé ça vite, je suis en retard. En plus, j'étais en train de manger du sushi pour 20 minutes. Fait que. Ok, C'est ça, on est arrivé ici, t'aides là, beaucoup puis la cause de on fait pitié esti, de Newport Beach, sushi. Il a fallu que je refasse les couvertes esti, pour montrer que vraiment, esti, encore une fois, je suis proche des gens. Et de. Tout ce qui manque, c'est le petit. Si c'était old school, t'aurais la petite affaire où est-ce que tu mets 25 cents pour que ça vibre. Le lit vibrant. Ouais, non, mais c'est ça, tu sais. J'étais arrivé ici, tu sais. Attention, ben voilà, on est déjà live. Qu'est-ce qui se passe? Oh my God. Hey, que là, tu- hey tu- Heather, come here, Heather. Come here, viens ici, come here. Ok. Non, c'est ça en vacances. Regardez ça, c'est ça les vacances. Heather est ici. Heather, c'est ta C'est femme. Heather. C'est juste question qu'on présente avant que. Ouais, ça, c'est ma femme, Heather. How you doing, Heather? It's been a while? Voilà. OK. Bye-bye, Heather. Bye-bye, Heather. Bye-bye, Heather. Non. OK. Ah, OK. Excuse-moi, Max. Bon, et voilà. Non, c'est Hey, correct. on est en Tu me studio, montres, mon homme. ta chambre à Santa Monica ou whatever, Newport Beach, parce que, évidemment, la chaleur de l'Arizona était trop intense. Ta femme parfaite, tu manges ses sushis. Fait que, ben, je t'emmerde officiellement. Mais voilà. Je t'aime, mais je t'enferme. Je t'emmerde officiellement. Hey, écoute, cette semaine, très content. Évidemment, on a le podcast Game Over en français qui commence, ben là, comme vous le savez présentement, et aussi Game Over en anglais à 10h. Je suis content des deux invités. À 10h, on a Tim Dillard, un lanceur. T'as-tu joué avec, t'as joué contre ou en même temps ou. J'ai joué avec un petit peu des mineurs, avec les Brewers de Milwaukee quand il était jeune. Avant ensuite, je l'ai coaché. Fait que c'est un bon bonhomme. C'est un gars qui a fait beaucoup de minor league. Je pense qu'il a 17-18 ans les mineurs. Ouais. C'est le Crash Davis version lanceur, finalement, tu sais. Exactement. Puis il y a vraiment des bonnes histoires, on m'a dit de quoi. Fait que ça va être le fun. C'est un bon gars. Non, je suis très il aime content. bien parler. Fait que. Ben, c'est ce qu'on veut, évidemment. Puis évidemment, en français, on a Kevin Young, qu'on connaît tous les deux. Évidemment, représentant pour B45, une compagnie pour. En tout cas, je dirais pas, il y a un conflit d'intérêt, mais le gars On n'en dira pas, on n'en parlera pas. de l'autre bord de ma face est un des actionnaires. Et là, évidemment, Simon, notre réalisateur, qui nous m'envoie une espèce de. J'aime ça, Simon, comment tu mets, évidemment, ce que je dois plugger derrière la caméra que je peux voir. Donc, posez-nous vos questions sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on va-tu mettre aussi, d'ailleurs, encore une fois, allons-y avec les plugs. Voici comment nous contacter sur les réseaux sociaux. On fait un job correct, on va le dire honnêtement et en toute honnêteté. On s'est promis de s'améliorer parce que je pense qu'on devrait être là plus souvent pour des raisons que le fait qu'on est deux passionnés. Et là, en fait, même, je l'annonce à mon partner, Gags, qui est pas au courant. Coudon, il me semble que je suis tout le temps rouge quand je suis ici. Je suis rouge comme les canettes en arrière. Parce que si je suis aussi rouge, je pense que c'est une question. Je pense que je fais un infarctus avant la fin de l'émission. Parce que je peux pas. Non, mais sérieusement, là, tu sais. T'es pas si rouge. Simon dit que c'est la télé. Okay. Mais man, j'ai l'air d'un homard qui crie à l'aide, asti, là. C'est pas normal, là, tu sais, là. Je veux dire, j'ai l'impression que je sens l'eau bouillante commencer à me monter, tu sais, puis à me tuer le cerveau. Mais tout ça pour dire que la semaine prochaine, je te l'annonce, Eric, on va être en direct mardi le 11. Et là, en fait, ce que je pensais faire, c'est qu'à 8h15, on va jouer une game de trivia. On va faire un quiz sur le baseball avec les fans. T'es bienvenu de participer. C'est une question, évidemment, que les gens viennent nous voir puis qu'on s'amuse. Qui de mieux qu'un quiz aussi pour rassembler le monde puis montrer qui connaît quoi et tout. Et, moi, je suis bien compétitif. Moi, j'ai déjà perdu un Tout est bon quiz. là-dedans. Tout est bon là-dedans, tu connais ça. Ça dépend des questions. Je sais, mais je commence à lire plus un peu. Non, mais en fait, la dernière question qui avait été offerte par, évidemment, la game de Game Over, parce qu'on a toute une équipe, évidemment, qui travaille avec nous autres sur les réseaux sociaux, c'était quel expo a été le dernier à porter le numéro 0, t'en souviens-tu? Oh yeah.
Big O Oliver, right? Exact! Ben oui, exact. Man, quel Je m'en joueur rappelle, sous-estimé en plus, man. Il avait gagné le championnat de frappeur. En ce cas, toujours été dans les mineurs et les meneurs, en fait. Et ouais, numéro 0. Faut s'attendre de porter le numéro 0. Je sais pas si c'est une espèce de cri à l'aide, c'est une façon de dire que je m'assume ou j'ai une enfance malheureuse. Il y a comme un mix là-dedans de ce que ça pourrait être. C'est qui qui a le numéro 0 là, pour l'instant? Là? T'en rappelles-tu un gars qui est là, qui joue présentement? Quelle équipe? Ottavino. Okay, le lanceur droitier. Je t'ai demandé l'équipe, tu me donnes aucun indice. Non, si c'est pas. Ottavino, c'est presque closer avec les Mets. Il est rendu avec les Mets, je pense qu'il était avec les Yankees l'année passée, le numéro 0. Non, en tout cas, ben, Simon Ottavino, Ottavino, pour évidemment combler les lacunes qu'on peut avoir et de tout et d'exact. Hey, honnêtement, je me mets à notre décor, parce que les gens se demandent pourquoi je fais ça, c'est parce que j'ai une caméra d'en face, puis derrière, le décor en arrière. Évidemment, les cases de football, c'est une gracieuseté de Étienne Boulay qui nous aide à décorer un peu. Là, j'ai toujours pas décidé, j'allais ouvrir aussi la Bobblehead avec Cole Hamels, la balle signée de Gary Carter et tout. Mais honnêtement, mon préféré, c'est la photo en arrière avec Steve Rogers et Gary Carter. C'est pas que j'en parle, je me sens sentimental aujourd'hui. Avant qu'on commence et qu'on parle avec Kev, c'est drôle parce qu'évidemment, sur mon iPhone, j'ai évidemment sur mon feed Instagram, parce qu'évidemment, dans le cas de bilingue, on va le faire dans les deux sens. Je suis évidemment abonné à plein de pages de baseball. Et hier, j'ai aucune idée pourquoi, j'ai une crampe au cerveau, je vais te l'envoyer. Mais hier, en fait, en même temps que MLB, le site de MLB, Major League Baseball, avait une vidéo qui disait que le at-bat de tous les temps, la présence au bâton de tous les temps, c'était entre Juan Marichal et Warren Spahn. Écoute, ça remonte aux années 50-60, là, tu sais, je me demande, c'est même pas. En tout cas, ça, je m'en rappelle plus, par exemple. Moi non plus, j'étais à peine du sperme d'un couille de mon père. Mais. Un petit peu tard. Exact. Et parce qu'à chaque fois que je te parle, tu dis le at-bat de tous les temps, c'est toi contre Barry Bonds, évidemment. Et là, ça me faisait rire parce que je vais te l'envoyer parce que hier, ils montraient justement toi contre Barry. Mais ils ont montré toutes les faciens. Combien de fois vous êtes fait faire face? Une dizaine de fois que tu as. J'ai fait de face une dizaine de fois. Puis d'habitude, j'étais pas pire. J'avais le temps du bon succès. Mais la dernière fois, le at-bat qu'on parle justement. Ouais, à San Francisco. Ouais, à San Francisco contre les Giants. Je pense que c'était quand ça là-dedans? Je me rappelle plus exact. Mais on avait parlé. Moi, j'étais allé justement au Japon. On avait un tournoi de All-Star, MLB All-Star au Japon. Ouais, contre je viens de ça. Japanese MLB. Les deux, c'est sa même équipe, c'est ça? Ouais, on était sa même équipe. Puis lui, il s'assisait, il y avait lui puis Giambi, puis il chialait sur tous les lanceurs qui les affrontaient pas. On a un moment donné, il dit, gars, Eric, ça serait dérange-tu de m'affronter? Je dis, je suis pas fou, là. Tu sais, c'est pas fou, je t'affronterai pas, c'est sûr, à moins que j'aie 3 points d'avance. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai eu 3 points d'avance. J'ai regardé, il était en deck, il m'a envoyé un petit signal, genre, qui est pas. Attends, les Dodgers sont mis dans le game avec 3 points d'avance, parce que 3 points d'avance, c'est comme une espèce de jeune victoire. Tu mets ton setup guy, tu mets pas le closer. Non, c'est un closer, c'est un safe situation à 3 points. Fait que j'ai dit, gars, safe situation, je vais t'affronter à moins qu'il y ait pas mal trop de Monty Bleu. C'est un safe situation sans que moi je mette la victoire préservée en péril ou la victoire en péril. Puis j'ai dit, gars, OK, là, il me dit, t'en lances pas de change-up. Fait que le bet, c'est que je peux pas lancer de change-up. T'as le droit à quoi, ta fastball? Juste des fastballs puis une off-speed. Fait que j'ai lancé la curve, c'est 0 balle 2 prix, fastball intérieur, fastball extérieur. Puis tout le monde le sait comment il est tellement impressionnant. Puis il était vraiment sur le bord, juste au-dessus de la plate avec son gros coude, le kit. Puis c'est ça, tu sais, j'avais dit, OK, je vais t'affronter. Mais c'était à batte-là que moi c'est le meilleur moment que j'ai eu de ma carrière vraiment au baseball. Parce que, pour vrai? J'ai affronté. Ah, ben oui, parce que quand t'affrontes le meilleur au monde, moi, dans mon temps, j'étais au top. Fait que tu t'affrontes le gars qui est au top de sa carrière. Moi, j'étais au top de ma carrière. Puis c'était vraiment quelque chose d'incroyable parce qu'on avait un bet. Pas un bet de l'argent, mais un bet que j'avais. Non, mais un bet professionnel, là, c'est de l'orgueil. C'est une ligue. Quelque chose de sain, on s'entend. Là, mais sur les 10 fois que vous êtes affrontés, mettons qu'il y a 10 at-bats. C'est quoi sa moyenne sur les 10 at-bats? Je pense qu'il va frapper 200, une affaire de même. 2 ou 3. 2 sur 10, mais. 2 sur 10, mais il y en a. Ouais, c'est ça. Il y en a 2. Il y en a un qui a frappé la balle, justement, ça a fini en home run, ça. Puis il m'a quasiment décapité mon second base, qui est Alex Cora, puis elle a sorti au champ centre. Puis si t'as jamais été à San Francisco, tu savais pas, la balle, elle voyage pas du tout. C'est froid. Ouais. En plus, la balle n'a jamais sorti. J'ai jamais vu une balle frapper aussi forte que ça. Mais avant ça, il a fait le Mikovikov. Il a fait une fausse balle, je pense qu'il était environ à 550 pieds dans le Mikovikov, que j'ai lancé sur le genou. Il était genre 101 000 à l'heure. Il a tourné, c'était incroyable. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dominant en tant que frappeur.
puis changer une game de la façon que Barry Bonds faisait. Puis c'est vraiment, pour moi, c'est mon meilleur moment parce que après la game, mais c'est drôle parce que, tu sais, depuis qu'on a pensé à faire le podcast, on s'est dit qu'évidemment, évidemment, parce que les gens posent la question, on va discuter de cette période-là, ce qu'on appelle un peu la période des hommes gonflés, disons donc ça de même. Les Astérix. Moi, les Astérix, exactement, j'allais dire. Hey, c'est tellement long, j'étais convaincu que tu allais dire le mot, mais on s'amuse à tourner autour, mais on va en parler, mais peu importe. C'était comme Big Man contre Big Man et tout, mais... parce que là, j'ai vu, dès que j'ai mentionné le coup de circuit, t'as vite bifurqué. C'est correct, je te comprends, je ferais la même affaire. Mais la seconde qu'il l'a frappé, tu savais qu'elle était partie. Là. Ah ouais. Je savais pas s'arrêter. Je savais qu'elle avait frappé fort. Tu sais, c'est Exit Velo, que tout le monde s'en regarde en 10. Et comme tu as dit, San Francisco, c'est toujours particulier, là. Ah, c'est incroyable. Non, vraiment, j'ai jamais vu ça, frapper une balle aussi forte que ça. Puis c'était 3 balles 2 prises. Puis non, je pense. Non, c'était 3 balles 2 prises. Puis il a vraiment sorti. Je pense à lever juste au-dessus de la clôture, peut-être à éclairer de 10 pieds, mais à monter encore. Selon ce que j'ai vu, elle a éclairé beaucoup plus que 10 pieds. Elle a manqué d'arriver dans l'eau. Je te dis ça de même, je veux pas. Mais non, mais. À chacun ses souvenirs. Souviens-toi de ta version comme tu veux, mais qu'est-ce que tu veux lancer? 3-2, qu'est-ce que tu lances à 3-2? T'es regagné, t'es au top of your game. Tu as lancé une rapide? C'est de l'ego ou c'est une stratégie? Non, mais parce que c'était un bet qu'on avait. J'avais déjà utilisé ma courbe. Ah, t'avais le droit à un off-speed. C'était juste des fastballs après ça. Fait que je l'ai utilisé trop de bonheur, ma courbe. OK. Mais non, vraiment, c'était incroyable. Parce que qu'est-ce qui était le fun? C'est en plus, tous les fans, on dirait que le monde le savait quasiment. Les fans se sont tous levés. Puis en plus, tous les joueurs sur le banc ils regardaient ça. C'était vraiment quelque chose d'incroyable parce que tout a ralenti. Puis c'est ça un petit peu, ça aurait été un petit peu bizarre d'avoir le pitch clock, je pense, des at-bats comme ça. Parce que c'est vraiment quelque chose qui était vraiment, you gotta be in the moment. J'ai savouré à tout moment. Tu sais pas, tu le regardes, il te regarde. C'est vraiment one-on-one, man. C'est vraiment quelque chose que j'oublierai jamais. C'est la plus non, c'est sûr que c'est un moment qu'on voulait savourer à chaque seconde. C'est comme tu te dis, les deux, vous étiez sur top of your game, comme on dit en bon français et tout. Mais je vais revenir là-dessus 2 secondes parce que je suis quand même curieux parce que là, tu as fait un bet pour évidemment lancer des fastballs, des balles rapides. Tu avais le droit à un off-speed, ta curve que tu as lancé probablement au 3e, 4e lancé, j'imagine. Je sais pas c'est quoi le. 3e lancé. 3e lancé. Ah, tu fais quand même pas pire, hein, mon enfant. Mais, tu sais, tu as le record de plus de parties sauvegardées consécutives 84. Et d'ailleurs, ça me fait penser, c'est la première fois qu'on fait un podcast où c'était pas ton Cy Young en arrière. Je veux te remercier de ne pas l'avoir amené avec toi en voyage. Je trouve ça très humble de ta part. Mais, moi, ce que je trouve hallucinant, parce que là, l'époque a changé, puis on va en parler aussi un moment donné, parce que maintenant, les closers, man, il n'y aura plus de Lee Smith, de David Gunn, de Papelbon, de toi. Celui à qui je pense présentement qui malheureusement est blessé, c'est Alex Diaz. Pas Alex Diaz, mais Edwin Diaz avec les Mets, merci. Tu sais, le closer qui va être là pendant 10 ans, comme vous l'avez fait, toi et ta gang, avec Wagner et compagnie, Riviera, oublie ça, on verra plus jamais ça. Vous arrivez, là, toute la gang que je viens de nommer, Wagner, toi, Papelbon. C'est qui Riviera? C'est qui l'autre sur ton affiche que j'oublie tout le temps? Il y en a 5. Hoffman. Ben oui, à San Diego. Il en a juste 850 saves, lui. Il est-tu encore numéro 1? Oui, hein, c'est ça? Ouais. OK, il n'a pas personne qui va le dépasser. Fait que ça paraît super bien. J'oublie le gars numéro 1 pendant que j'en ai même pas de 15 de baseball. Joe, qu'en pense, c'est qu'on sait que vous n'êtes pas des gars de 8 lancés. Là. Vous en avez 2. Des fois 3. Parce que toi, tu avais un off-speed. En fait, tu n'avais pas seulement un off-speed, tu avais ton change-up. La plupart des closers de l'époque avaient combien de lancers? 3. Fastball, slider, curve. Est-ce que tout le monde avait le change-up ou c'était rare? Non, c'était un petit peu plus rare. Mais je veux dire, pour le vrai, là, les releveurs, plus à cette heure, mais les anciens releveurs que moi dans le temps, c'est tous des fail starters. Quand j'avais le chandail fail starter, c'est ça un petit peu. C'est des lanceurs qui n'avaient peut-être pas le 3e lancé qui était capable de lancer aussi constant. Fait que c'est toujours un gars qui a une bonne rapide d'habitude, qui a beaucoup de swing and miss, qui a beaucoup de balles qui vont swing and miss. Mais tu dis rapide, tu veux dire four seam and two seam ou Four seam, c'est plus four seam, c'est plus des balles hautes parce que veut pas qu'on regarde dans la course, ça s'appelle ça vert, c'est de swing and miss. Puis plus de gars qui lancent fort, que la vélocité d'habitude ça vient avec le four seam. Ouais. Mais les two seam, il y en a, mais c'est pas mal plus rare, c'est plus des gars comme de contact. Tu veux pas des gars de contact dans les manches plus tard. Tu veux des gars qui sont capables d'avoir des swing and miss, un gars au premier, un gars au deux, tu as un
un avantage d'un point. Tu veux des gars qui font des strikeouts. Fait que ça, c'est plus ça un petit peu que le mold un peu qu'on parle des closers. Ouais. C'est un lancer dominant qui est d'habitude une fastball, puis un peu de secondaire qui est soit une split, une slider d'habitude. Ouais, parce que c'est rare la curve. Toi, t'avais une curve, mais c'est rare la curve. C'est un split, c'est ici. Parce que moi, la question, c'était. Puis on va en parler plus longtemps. Et justement, j'ai une façon d'agacer les gens, mais moi, là, j'arrive en 9e, je fais face à toi, Papa Bond, Rivera, Hoffman, n'importe. Je le sais que tu m'envoies ta fastball à 96, 98. Dans ma face, tu vas me challenger. Je sais ce que tu m'envoies. Ça me fascine le succès. En fait, c'est de l'admiration, là, c'est pas, tu comprends, que vous avez eu. Parce que, tu sais, ce qui est difficile pour un frappeur de nos jours, évidemment, mais depuis tout le temps, c'est de savoir qu'est-ce que tu me lances. Que ce soit en première, deuxième, cinquième, sixième manche, j'ai le droit à tes 4 lancers. En général, un starter, minimum 3, souvent 4. T'es un closer, je sais. T'arrives avec la toune, un peu comme dans Major League, c'est Wild Thing, tu comprends-tu, là? Tu me challenges. Je sais que tu me lances ta crise de fastball. Comment ça se fait que je la manque aussi souvent? C'est-tu la pression? Parce que quand t'arrives en 9e manche, c'est toi qui as l'avantage, là. Ben ouais, écoute, veux pas. T'arrives en 9e manche, OK, t'es déjà en avance. Tu sais que les joueurs essaient un petit peu de faire d'être les héros. Fait que tu sais qu'ils vont sweeper. Veux pas. Si tu frappes 300 qui est 3 en 10, t'as aucune chance. C'est une game of failure. Tu vas faire beaucoup de swing and miss. Puis quand moi, je vais peut-être affronter un joueur dans l'année, peut-être 3, 4, 5 fois maximum s'il est dans ma propre division. Fait que tu sais, beaucoup d'avantages. Puis oui, c'est bien facile de dire, OK, il y a une fastball qui s'en vient, mais quand 97, 98, un gars au deuxième but, en 9e manche, tout change un petit peu. Avec la pression, on parlait un petit peu. Tu sais, c'est ça la différence entre les closers qui sont capables que les closers qui pensent juste, laisse la pression aux frappeurs. Let them get himself out. C'est eux autres qui vont faire ça. Parce que, veut pas, nous, un gars qui frappe 300, c'est incroyable, c'est un Hall of Fame. Fait que moi, je prends dans ma tête, je dis, gars, là, lance des fastballs. Mets-toi en avance avec une fastball down and away, puis après ça, tu le laisses swinger. OK, c'est-tu quoi? On va en reparler. Parce que, tu sais, on se connaît bien de plus en plus. Et je sais que le gars qui me parle présentement, c'est le gars avec de la maturité, de l'expérience de vie. Je pense pas que Éric Gagné, Game Over, début trentaine, avait la même philosophie. C'était genre, j'ai la balle dans les mains, voici à quel point je vais la lancer vite, mon tabarnak. Tu vas courir après, puis bonne chance. Je me trompe. En tout cas, non, oui? T'as raison. Non, mais c'est l'attitude d'un closer. Ben ouais. C'est ça que j'étais un meilleur closer à Québécois de jouer hockey. Qui se concentre tout le temps à 100%. Moi, je suis un gars à 100% à lance le plus fort possible. Puis tout cliquer un petit peu mieux. Fait que c'est plus comme ça. Là. C'est pour ça les closers sont un petit peu différents. Et c'est pour ça que je co-anime un podcast avec toi. On est the best. Il y a juste l'horloge à droite de ton oreille, mais à gauche à moi qui me fascine. Je sais pas pourquoi qu'est-ce qu'elle fait de côté et tout l'autre bord exactement. Je la trouve fascinante. C'est quoi le portrait en arrière? C'est quoi? C'est genre où est-ce que t'es il y a 30 ans, là? C'est 50, oui. 30 ans, 70 ans, là, dans le temps que les costumes de bain étaient jusqu'aux genoux, puis si tu levais un peu, tu te faisais arrêter, là? Balboa Beach, juste à côté ici. C'est une petite île il y avait dans le fond, c'est 1919, puis un matin, j'étais joué au golf avec Sean Green. Tu te rappelles, Sean Green? Oui, outfielder pour les Blue Jays. C'est pas un Canadien, d'ailleurs? Non. Attends, il a joué pour les Blue Jays. Dodgers, mais il joue pour les Blue Jays aussi. Il a pas fini à Toronto? Les Blue Jays au début. Il a fini le contraire, New exact. York, je pense, c'est ça. Il a commencé à Toronto, il est arrivé à Los Angeles, dans l'Arizona, les Mets, puis une couple d'autres équipes après. L'ordre, on s'en fout tant que j'ai les bonnes équipes, mon ego est satisfait. Mais non, je l'ai adoré comme joueur. Pour moi, ça n'a jamais été un joueur hyper marquant, mais c'est un joueur pour moi hyper balancé. C'est un gars de 2,80, c'est un gars de 25-30, plus 25 que 30, entre 80 et 100 points produits. Pour moi, c'est le gars numéro 5-6 au bâton. Souvent, il frappait 3e, je crois. Mais c'est vraiment le gars, c'est le joueur balancé. Tu sais, bon outfielder. Moi, honnêtement, je me suis toujours identifié à ces gens-là. Au-dessus de la moyenne dans tout. C'est comme ça que je me décris. Je suis au-dessus de la moyenne dans tout. Je viens de décider que c'est comme ça. Hey, on passe tout de suite à Game On. On commence la partie avec notre invité Kevin Young. En fait, je vais dire au jeu. C'est ce que je vais dire parce que c'est le segment avec la balle qui marche puis l'écriture. Puis j'aurais dû au jeu. J'ai dit Game On puis blablabla. Les gens ont compris. Hey, Kevin Young, comment ça va? Ça va bien, vous autres, les boys? Ça va super bien. Content que tu sois avec nous autres. Déjà avec les chandails en arrière. Bon, Tatis Junior, c'est correct, dans ta face.
Je pensais vraiment pas qu'elle allait rebondir. Ça a l'air qu'on a Claude Meunier comme invité la semaine prochaine pour l'impact baseball. Hein? Simon, tu veux-tu nous remontrer? Remonte-nous un peu ce qui est... Simon, remonte-nous l'image. Simon, c'est le producteur. En fait, non? OK. Vous avez pas vu ce que j'ai vu? Une petite image de Claude Meunier. Personne ne voit ça. OK, on m'informe que je suis... OK, là, les gens ont pensé que je suis en train d'acheter des choses, mais il y avait une image de Claude Meunier pendant que je vous parlais sur l'écran devant moi. Mais bon, peu importe. Kev, Tatis Jr., tout le monde est surpris. Moi, honnêtement, je suis surpris et content pour lui parce que pas une carrière facile, évidemment, des blessures, mais surtout la suspension de 80 matchs pour des stéroïdes. Tu sais, dans le temps de gag, c'est correct, là, tout le monde le faisait, mais maintenant, il faut vraiment que tu sois perspicace, que tu sois audacieux pour faire ça. Puis souvent, quand on revient, évidemment, une suspension par rapport à avoir utilisé des drugs... Comment on dit ça? Des Enhancing. Merci, exact. J'essaie de le traduire, mais ça ne marchait pas. Mais je pense qu'il est en train de faire ma gueule à la main du monde en montrant qu'il est aussi solide qu'avant. Je sais pas pourquoi je parle de ça, parce que tu me fous le T-shirt, en fait, le chandail dans ma face. Fait que, Kevin, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ouais. Écoute, je veux déjà commencer, excuse-moi, je bois de l'eau en même temps que je me splash dans pleine face. Moi, je dois te remercier, personnellement, pour m'avoir fait vivre le trip. Moi, j'ai vécu Field of Dreams à 53 ans. Tu sais, pour ceux qui ont vu le film avec Kevin Costner, Field of Dreams, quand il arrive au Minnesota, il était à la recherche du médecin qui est décédé, qui a eu un at-bat dans les ligues majeures, puis il n'a pas eu son coup sûr, parce que je pense qu'il y a eu un but sur balle, peu importe. Puis là, le lendemain, il repart sa route, puis il y a un petit cul de 20 ans qui fait du pouce, et c'est le médecin réincarné. Est-ce que je vous rappelle quelque chose que je parle tout seul, là, On t'écoute. Ben moi, je me sentais comme ça parce que moi, j'ai fait un show pour l'ABC. On a fait une levée de fonds ensemble, Kevin puis moi. Évidemment, on était vraiment choyés parce qu'il y avait, évidemment, Russell était là, Russell Martin, Abtoro. Il y avait pas Benjamin Pelletier, qui est aussi un des coachs. Le Blanc était pas là. Il y avait quelqu'un d'autre, mais pas. Et on a fait ça à Laval, évidemment, pour venir pour financer le voyage qu'on fait pour l'ABC pour aller, évidemment, jouer en Arizona contre le meilleur disponible. Et tu m'as dit, comme récompense, on t'amène. Je suis arrivé la première journée et on m'a habillé. Tu m'as habillé avec des restants de linge. Mais non, mais c'est pas méchant. Ben, j'ai vraiment eu des pants qui m'ont fait un aussi beau cul. Je veux le dire, sérieusement. C'est dur de trouver du médium des fois, là. Ouais, mais c'est de la discrimination, ça. Je veux juste que ce soit très clair. C'est une forme de discrimination. Médium avec des jambes de 24 pouces. Bon, OK, je vous laisse parler. Pour ceux qui me cherchent, je vais dans le coin en train de bouder et pleurer en même temps et parler à ma psy. Mais, et en plus, j'étais pas supposé embarquer dans une game, puis là, quand Julien me dit, je pense que c'est en 5e manche, « Hey, le clown, t'embarques au bâton et tout. » Puis j'avais pas de gants. Évidemment, Eric, et là, tout le monde sur le site était impressionné par la présence d'Eric parce qu'on était sur le camp d'entraînement des Dodgers de Los Angeles. Et j'avais pas de gants. Et là, on m'a donné un gant gracieuseté des Dodgers. Fait que, excusez-moi, je sais que c'est un setup de 5 minutes, mais c'est une façon de dire Chris Kev, merci tellement de m'avoir fait vivre ça. Je flotte encore là-dessus, je me vois encore sur le terrain. Comme quoi que le baseball, peu importe l'âge que t'as, une fois que t'embarques sur le terrain, l'odeur, c'est du gazon, puis de la terre battue, man, ça vient te chercher, t'es d'accord, là? Écoute, merci à toi d'avoir pris du temps justement pour les jeunes, pour pouvoir venir encourager le programme, encourager les jeunes. Je pense que c'est quelque chose que tu es un passionné, puis ça nous a vraiment donné la chance de ramasser quelques milliers de dollars là, pour pouvoir aider les jeunes à payer leur voyage. Puis écoute, c'était le fun de te voir sur le terrain avec la grosse oreille, puis en plus, tu as eu un but sur balle, je pense. Là. J'ai eu un but sur balle et j'ai eu ma deuxième présence, j'ai frappé un roulant au 3e. En fait, le pitcher l'a pogné, mais elle s'enlève vers le 3e. Dans ma définition à moi, c'est un roulant au 3e. Et tu m'as filmé en train de sortir de la boîte des frappeurs en train de sprinter au premier but. Je confirme que j'ai ralenti en tabarnak. J'ai presque fini avant toi. Oui, puis c'est-tu quoi? Mais joke à part, c'est-tu quoi? Ce que j'ai vraiment adoré, parce que les kids, pour ceux qui ne savent pas, Kevin travaille avec l'ABC, Académie Baseball Canada. Excuse-moi, on saute des étapes, mais regarde, c'est... et les petits culs ont entre 16 et 18 ans. Puis je me souviens, quand on est parti de l'hôtel vers le terrain, moi, je me sentais comme le bonhomme qui n'a pas rapport. Les gars sont mis à chanter du rap. Ils m'ont fait plaisir en mettant du grunge, j'écoutais du Nirvana et tout. Puis les gars ont fait une crise de bel job de m'inclure dans... Je te jure, man, Kev, si tu veux une fontaine de jouvence, ce que j'ai vécu en Arizona, tout le monde devrait le vivre. Parce que, sérieusement, pendant une semaine, j'ai eu 17 ans. Ben, c'est un petit peu ça qu'on veut faire vivre à tout le monde. Tu sais, je veux dire, moi, personnellement, j'ai eu la chance de le vivre à cause d'Éric, qui m'avait invité à aller chez eux là, il y a
8, 9, 10 ans, je sais plus, pour venir travailler avec des lanceurs là-bas. Puis écoute, ça a été une expérience de vie incroyable. Puis avec les années, avec mon travail actuel et tout ça, j'ai développé des contacts qui nous permettent de pouvoir justement faire vivre ça aux jeunes, puis leur faire voir vraiment qu'est-ce qu'ils vont vivre dans le futur. En ce moment, ils travaillent fort pour quoi exactement? Là, ils s'entraînent tous les jours, ils se lancent tous les jours, ils font leur muscu, la nutrition, tout le kit pour se rendre à ce niveau-là. Fait que c'est le fun de leur mettre d'en face. Regarde, c'est ça qui vous attend. Là. Fait que, ouais, c'est un petit peu ça. Là. Non, mais tu sais, c'est l'affaire Kev, en plus, qu'est-ce qui est le fun? Kevin, nous autres, ça fait longtemps. J'ai engagé Kevin, puis Kevin, je sais pas si vous le savez, là, mais Kevin, il adore parler. Il est payé un petit peu comme Max, un peu, là. Il adore parler, il adore... C'est un commentaire que tu me fais? Est-ce que tu aimerais ça que je parle un peu? Non, c'est bon, mais moi, je parle pas. Fait que, non, je sais que je parle beaucoup, je l'admets, je l'assume. Non, mais c'est correct, on a besoin... Moi, je parle pas, je te laisse aller. Mais tu sais, j'ai engagé Kevin, puis avec B45. Puis moi, la chose la plus importante pour moi, c'est vraiment la passion du baseball. Puis moi, dans ma tête, je me suis dit, gars, là, t'as joué Junior College, t'as jamais joué d'impôt, mais justement, avoir le fait d'embarquer avec B45, puis la chance dans le fond, de vivre ton rêve de te rendre majeur par rapport en travaillant dans le baseball. Puis, qu'est-ce qui m'impressionne le plus, c'est Kevin, Pourtant, t'en parles un petit peu, mais Kevin, lui, il est un petit peu comme toi, Max. Il pense qu'il est encore bon au baseball. Il pense qu'il a un bon bras, puis tout. Puis j'ai vu la façon dont tu courais, Max. J'ai vu la façon dont tu courais. Mais l'année prochaine, qu'est-ce que j'aimerais faire? On va faire un skill un peu. On va voir si Kev est capable de te lancer aux deux. Parce que on a fait un bet, ça fait longtemps de ça, là. Ça fait très, très longtemps. Puis Kevin, il pense encore qu'il est capable de frapper, il est capable de lancer. Attends une minute! Il se prend pour Pudge Rodriguez. Il a la shape de Pudge, si on est d'accord. Ça aide. Déjà que tu as la shape. Tu es en train de me dire que l'année prochaine, en Arizona, je me crisse au premier but, mais toi, tu lances. Je vais lancer. Kevin va catcher. Toi, tu vas frapper. Mais j'aimerais ça être sûr pour voler le deuxième but. Parce qu'il pense qu'il est encore capable de lancer. Parce qu'on a fait un bet. Parlez du bet qu'on a fait en Arizona. C'est quoi le bet? Eric, bien vite, là. J'ai catché Jason Terrien hier dans la Ligue senior majeure du Québec. J'ai pogné un gars aux 2 à genoux, je dis ça de même. Mais ouais, pour vrai? Mais comme Pudge faisait. C'est tellement lourd parce que cette semaine, j'ai eu une vidéo de Pudge à genoux, man, comme si de rien n'était et tout. Et mais justement, je trouve que c'est un beau lien parce que clairement, l'entrevue va être décousue et bonne chance à ceux qui suivent présentement. Prenez des notes ou jouez tout au ralenti. Si vous êtes TDAH, je vous conseille fortement de prendre votre médication présentement parce que ça va être dur à suivre. Mais comment il va notre bon Jason? Pour ceux qui ne le savent pas, Jason Terrien, un bel espoir québécois qui a joué pour les Phillies quand même pas loin d'une trentaine de manches avant d'avoir une blessure de Tommy John, la fameuse Tommy John, même 2 fois sur le même bras, si je ne me trompe pas. Tu chaque bras ou les deux fois le même bras. Tente encore d'un retour et eu une coupe de regard de la part de certains clubs du baseball majeur. Comment il va notre Kevin? Notre Jason, excuse-moi. Kevin, il va super bien. Jason aussi, en fait. Jason, je prenais des nouvelles des deux, calme-toi, là. Non, Jason, ce qui arrive, c'est que il était plus dans son rôle de closer, de setup man closer avec les Aigles de Trois-Rivières. Puis il lançait pas souvent là, pour des raisons de sport et tout ça. Il travaillait des choses, là, puis dans le fond, ils ont dit, regarde, va lancer dans le senior élite pour prendre plus de manches, puis être confortable avec sa mécanique, avec son rhythm, toutes ces affaires-là. Fait qu'il a pris la décision de venir lancer avec Montréal. Moi, personnellement, j'y vais pas toutes les games là, parce que je suis quand même pas mal occupé avec mon travail, mais j'essaie d'y aller le plus souvent possible. Puis hier il lançait, fait que j'étais allé le catcher. Là. Justin, c'est un gars que je cache depuis Junior Elite. Là, on joue ensemble à Montréal, justement. Fait que on a vraiment une relation depuis vraiment longtemps. Fait que j'étais allé le catcher. Il travaille beaucoup de choses. La vélocité est là. Hier, il a commencé un petit peu plus tranquillement. Il a commencé à trouver son spot, puis il a lancé 4 manches, donné 2-3 points. Ça a bien été. C'était une bonne sortie pour lui là, pour la première game. C'est sûr que c'est différent que le baseball majeur. On s'entend, l'adrénaline, tout ça. Tu passes d'un stade avec 30-40 000 personnes. Tu finis que tu joues à Montréal quand il y a 150 personnes à la game, peut-être. Fait que c'est pas la même game. Mais écoute, Jason, c'est un gars qui est fort mentalement. C'est un gars qui veut s'améliorer tous les jours, qui se donne à 100%. Je l'ai vu tout l'hiver se donner à 2000% pour pouvoir justement retourner, atteindre son objectif, son rêve de retourner dans les majeurs. Fait qu'on est derrière lui, on souhaite le meilleur, puis on
qui réussissent. Ben oui, parce que, tu sais, honnêtement, je pense que c'est comme n'importe quoi. Baseball majeur, peu importe le sport professionnel, il y a une espèce de liste de gens qui font partie de la gang. C'est un peu comme les bars à Los Angeles où t'as du monde qui attend en file puis du monde qui passe devant la file. Non, mais joke à part, tu sais. Puis honnêtement, j'espère que quelqu'un va être assez curieux pour sortir des sentiers battus pour dire, hey, il y a peut-être quelqu'un à quelque part qui. Tu sais, ça fait pas si longtemps que ça fait 3 ans, tu sais, 4 ans qu'il lance encore dans le baseball majeur. Fait que c'est tough comme comeback, mais c'est une belle histoire en même temps. Non, 100%. Puis tu sais, comme Eric parlait tantôt, c'est là que moi, personnellement, tout a commencé au niveau B45, tout ça. J'étais en Arizona avec Philippe Aumont, Jason Terrien, Carl Gélina. On était notre petite gang. On s'entraînait ensemble, on se motivait un l'autre. Eric nous faisait vivre le rêve là, au niveau entraînement, au niveau lifestyle, au niveau c'est quoi être un professionnel, tu sais. Puis c'est ça qui m'a vraiment beaucoup aidé au niveau de mon travail actuel avec B45, c'est que j'ai appris à passer du temps avec des joueurs professionnels, avec des gars qui dans un environnement professionnel. Tu sais, je veux dire, j'étais très proche de Russell Martin aussi, Ivan Nakarata, tous ces gars-là, ils m'ont fait vivre des histoires assez incroyables au niveau. J'ai une histoire bien vite de même. J'étais allé avec Russell quand il était avec les Yankees. Il m'a amené dans le clubhouse, puis tout avec les Yankees. J'étais juste à côté. Puis là, dans ce temps-là, il y avait les Mariano était là, Derek Jeter était là, Aaron était là. Tous les tu m'as jamais raconté ça. T'as vécu ça, Chris? Ouais, j'ai vécu ça. Puis, tu sais, en ce moment-là, j'étais même pas B45. Ça, c'est vraiment avant, là, tu sais. Oh ouais. Fait que, moi, dans ce temps-là, tu sais, je suis un fan de baseball. J'adore le baseball. Puis, à ce moment-là, j'attends que Russ sorte, je pense, ou quelque chose de même. Puis là, il y a Derek Jeter qui vient me voir, tu sais, puis qui me dit Hey, what's up, man? How you doing? Je suis comme Hey, salut, tu sais, je suis tout un petit peu impressionné. C'est quand même Derek Jeter, tu sais. Puis là, il me dit Are you in Nick Swisher's family or something? Fait que là, je fais comme, tu sais, Nick Swisher jouait là dans ce temps-là, puis les deux, on a un peu des gros joues, tu sais, fait que... Il pensait que tu faisais partie de la famille de Swisher? Ouais, il me dit, Are you in Nick Swisher's family or something? Là, je fais comme, non, je dis, I'm Russell Martin's friend. Fait que là, il est comme, oh shit, because you look like him, tu sais. Fait que là, il dit, I'm Derek, nice to meet you, tu sais. Puis là, j'étais comme... Tu me niaises. Il dit son nom, tu sais. Fait que... Mais non, écoute, c'est une rencontre que ça a été wow, là, tu sais. J'étais comme, OK, c'est Derek Jeter qui est là, tu sais. Fait il aurait pu dire, c'est ça qui m'a permis, tu sais, de... Il aurait pu dire que c'était genre, t'es-tu ici pour Make-A-Wish Foundation, c'est pour... Non, mais tu sais, des affaires de même, sinon, tu sais, avec Philippe Aumont, là, Philippe Aumont, moi, je le catchais dans les ailes du Québec, tu sais, c'était les meilleurs 16-17 ans au Québec, là, il y a en 2006, dans ce point-là, whatever. Puis Phil, moi, c'était moi son catcher, puis quand il était repêché en première ronde, c'était moi son catcher, puis à l'ABC, c'était moi son catcher, puis... c'est quelque chose que j'ai toujours développé avec mes lanceurs, c'est une bonne relation parce que en tant que catcher, comme que Russ en a parlé au podcast, t'as tellement des choses que tu peux aider tes lanceurs puis les aider à s'améliorer, puis des choses que toi tu vois en tant que catcher que ça change toute leur approche, leurs affaires, des fois ça peut les aider. Fait que j'ai des bonnes relations avec tous ces gars-là, puis Philippe Aumont, c'en est un que je veux dire, il était call-up, il m'a appelé, j'étais allé à Philadelphie, j'étais dans le locker room avec des Ryan Howard, puis Jimmy Rollins, puis des Chase Utley, puis Roy Halladay était là. C'était vraiment des moments impressionnants pour moi, qui était un fan de baseball. Mais tu sais, j'ai appris j'observais beaucoup, tu sais, je parle beaucoup, mais j'écoute beaucoup aussi, puis je veux tout le temps être le meilleur de moi-même, si on veut. Puis tu sais, moi, je savais pas qu'un jour, ma job, ça serait de m'occuper des joueurs professionnels au niveau des bâtons de baseball et tout ça. Mais à ce moment-là, j'étudiais, je regardais comment ça se passait, puis je pense qu'aujourd'hui, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour mon travail actuel. Avant qu'Éric pose la question, parce que je sais qu'Éric a une question qui s'en vient, juste clarifier parce que c'était pas clair. T'as-tu déjà catché Philippe Aumont? C'était pas... Ouais, j'ai catché Phil toute sa carrière, je dirais. Là. Je sais, je t'agace. Parce que tu m'as plugué 8 fois, fait que je trouvais ça juste drôle. OK, juste moi qui trouve ça drôle. OK, fuck me. Mais Éric, à ton tour, cher ami. Non, mais moi j'ai une affaire que je veux parler parce que tout le monde, on sait comment que tu rentres partout. Lui et Kevin, là, il y a une façon. Là, partout ce qui arrive, là, il m'a sorti d'un ticket. Il me fait rentrer dans toutes les places incroyables. Il y a tellement il parle, puis il sait comment passer un petit peu partout, me dire de quoi. Mais la meilleure personne, je pense que parle-nous un petit peu de Bad Bunny. T'as rencontré Bad Bunny? Ouais, ça, c'est une histoire assez... Qui, ce Bad Bunny?
What? Tu sais pas c'est qui Bad Bunny? Non! Pas sérieux? Je te jure! Oh my God, Max! Mais là, Max, excuse-moi. c'est la personne... Oh my gosh! Pas sur iTunes, tu regardes le top 30, là, il y en a sûrement 25 là-dedans. Excuse-moi de te décevoir. En fait, de vous décevoir. Je sais pas c'est qui Bad Bunny. Je peux comprendre que c'est un lapin et qu'il y a un bat dans les mains. Ça, je suis quand même pas cave à ce point-là, là, tu sais, là, mais... Non, il n'y a pas un de mauvais lapin. C'est un bad bunny comme un mauvais lapin. OK. Mais non, Bad Bunny, c'est un artiste qui est reconnu partout dans le monde. Là. Il vient de Porto Rico. Puis c'est le chanteur le plus populaire de reggaeton. La musique que t'écoutes pas, Max. OK, c'est correct. J'ai compris. Là, pas besoin de me dire, OK, je vais faire mes recherches. Mais ça pour dire que c'est un des artistes les plus populaires là, au niveau du baseball, au niveau écoute, tout. Là, c'est le big guy. Puis il est venu à Montréal, tout ça, donner des billets pour aller voir son spectacle. J'en ai tous mes amis, tout ça. Puis à travers ça, son agent, tout le kit. Là, il a parlé comme quoi qu'il aimerait savoir un bâton, fait que, parce qu'il savait B45, baseball, tout ça. Puis j'ai ma conjointe, Roxane Baudouin, qui fait des bâtons vraiment incroyables, personnalisés pour monsieur, madame, tout le monde, mais aussi pour les joueurs professionnels. Okay. Justement, aujourd'hui, là, j'en ai déjà pas reçu un, mais c'est quand même, je vais juste mentionner. Non, c'est ça, on va travailler là-dessus. Je vais prendre des notes. Bâton personnalisé. Ben, c'est ça, elle a fait un bâton pour Bad Bunny, que j'ai justement, d'ailleurs, ici. Je vais pouvoir vous montrer ça, ben. Ah, voyons donc! Ça, c'est le cover de son album, tu sais. Ah! Fait que, on va s'organiser pour aller donner ça, là. Non, mais là, quand ça va donner, là, avec les spectacles et tout ça, là. Ouais. Là, je sais qu'Éric est un peu mal à l'aise de parler de ça. Moi, je veux qu'on parle de l'aventure B45 parce que je trouve que les personnes qui sont autour, Éric en fait partie, Michel Laplante en fait partie. Je me trompe pas, il est encore dans l'entourage, je me trompe pas? Il en faisait partie. C'est Michel qui est parti, dans le fond. B45, ça a commencé avec Michel, puis un de ses groupes. Après ça, moi, j'ai acheté. Puis Michel, dans le fond, c'est lui le OG de B45 dans le temps. OK. Mais tout ça pour dire que c'est une compagnie québécoise qui fait des bâtons de baseball. Moi, Kev, je t'ai vu parce qu'on était en Floride en même temps au mois de février, début mars, février. Je suis allé faire des shows là, pendant 4 jours. Tu m'as emmené, on a eu le temps. Bon, tu vas voir notre chum Charles Leblanc et les Marlins, et tu faisais le tour de tout. Puis j'adore l'histoire parce que, tu sais, je trouve que t'es vraiment hands-on, comme on dit. Tu t'es hyper dévoué, non seulement... Tu sais, je pense que t'es pas le genre de gars à prendre une job parce que c'est une job, parce que tu crois au produit. Et, tu sais, à chaque fois que je te parlais, tu disais « Hey, je rencontre tel joueur. » Puis autant que je chantais d'enthousiasme, en même temps, je chantais un peu, pas une frustration, mais tu me racontais que même quand les gars trippent sur B45, qui est une petite compagnie québécoise, c'est dur de rivaliser contre... Pas les Rawlings, parce que Rawlings c'est de la merde, on le sait. Mais je l'ai fucking dit. Rawlings c'est de la merde. Mais, tu sais, certaines marques de bâtons, évidemment, où est-ce que même si les joueurs préfèrent peut-être le produit que vous offrez, l'argent fait partie, évidemment, encore une fois, les personnes sont surpris, fait partie de la balance de qu'est-ce que je fais comme décision, mais ça coupe pas ton enthousiasme. Raconte-moi un peu le défi de c'est quoi d'arriver avec un B45, de convaincre un joueur que c'est ça qu'il aime. De la Cruz à Cincinnati, c'est un gars de B45, Chris. C'est le the hottest thing dans le baseball présentement. C'est le nouveau Mike Trout, man. C'est un clone de Trout et de Ricky Anderson, puis B45. Exactement. Non, c'est sûr que c'est un bon challenge parce que pour les gens qui ne le savent pas, il y a 40 compagnies qui sont approuvées par la MLB parce qu'il faut avoir une licence spéciale pour pouvoir vendre des bâtons à la MLB, à les joueurs de la MLB. Donc, il y a 40 quelques compagnies, 42 si je ne me trompe pas. Puis c'est sûr que nous autres, moi, je suis arrivé en même temps qu'Éric, en fait. Là. On a fait beaucoup de changements, changer le logo, changer certaines couleurs, changer le fini sur les bâtons. Beaucoup de choses. On a déménagé, la qualité des bâtons est incroyable. Ça, on le sait. C'est vraiment au niveau de à quel point c'est difficile de prendre un bâton puis de le mettre dans les mains d'un joueur professionnel. Parce que dans le fond, là, les joueurs, là, ceux qui se rendent dans les majeurs, là, ils ont souvent pris le même modèle, le même bâton toute leur carrière. Fait que c'est vraiment dur d'arriver à une parce que les joueurs de baseball sont aucunement superstitieux. Non, pas en tout. C'est pas en tout des gars de routine et d'habitude. Fait que tu sais, moi, ma job, c'est de dire aux joueurs, là, regarde, essaye ça, laisse-moi savoir qu'est-ce que t'en penses, je fais mes suivis avec eux autres, puis la vérité, c'est que ma technique, un peu, c'est que je bâtis tellement des bonnes relations avec les joueurs qu'ils ont juste le goût d'essayer mes bâtons, tu sais. Puis quand ils l'ont essayé, après ça, ils voient le customer service qui va avec, puis « Hey, tu l'as-tu aimé ce modèle-là? Ah, ouais, ça. Hey, good job, man. T'as eu ça. » Tu sais, c'est beaucoup de suivi, puis Quand tu cares, ils sentent que tu cares. Puis à cause de ça, je veux dire, ça bâtit quelque chose de fort. Tu sais, Ali de la Cruz, par exemple, c'est un gars que ça fait
3 ans environ qui prend nos bâtons dans les mineurs avec les Reds. Puis c'est un gars que à chaque spring training, je vais aller le voir. Il parle pas super bien anglais, il parle plus espagnol. Ce que moi, je veux apprendre éventuellement. Parce que là, je connais une couple de mots, mais c'est pas mal plus de niaiseries que d'autres choses. Mais ça pour dire. On te demandera pas de le répéter, t'as pas à t'inquiéter, t'as pas à rougir. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est ça. Fait que c'est vraiment par rapport à bâtir des relations. Puis après ça, tu sais, je veux dire, là, Ellie de la Cruz, en ce moment, il est majeur. Il lance plus fort que tout le monde, il court plus vite que tout le monde, il frappe plus fort que tout le monde. Ses statistiques sont incroyables. Il y a eu un carrousel après 15 matchs. Les balles, quand il frappe une balle, ça sort du bâton à 118 000 à l'heure. Ça n'a aucun bon sens. Il l'a sorti du stade à Cincinnati. Ouais, fait que, tu sais, c'est assez impressionnant. Mais on a beaucoup de joueurs que ça fait longtemps qu'on travaille pour avoir ces gars-là. Puis là, tu vois, là, je m'en vais à Seattle en fin de semaine, justement, là, pour le Futures Game, pour le repêchage, pour le concours de petit circuit, puis le match des étoiles. Fait que là-bas, là, dans le Futures Game, je pense qu'on a 6 ou 7 gars qui prennent nos bâtons. Match des étoiles, on a à peu près 7-8 gars qui ont commandé cette année. Donc, Julio Rodriguez, est-tu encore avec vous autres? Non, Julio, il est avec une autre compagnie. Mais, vous êtes choqué, tu me l'avais raconté, ça. Ouais, okay. Ouais, c'est ça. Je dirais rien, mais c'est un podcast. On est à l'abri de toutes les poursuites. Non, mais il y a beaucoup de gars qui, durant la saison morte aussi, tu sais, je sais où les gars s'entraînent, avec qui ils s'entraînent. Fait que souvent, je vais passer du temps dans le off-season aussi, là, sur le terrain, dans les cages de frappeurs, puis aussi off the field, là, tu sais, d'aller souper avec les gars, d'aller magasiner, d'aller whatever, juste faire des activités, tu sais, c'est ça qui fait la différence, je crois, puis c'est ça qui nous met sur un autre... je veux dire, moi, je veux pas être comme tout le monde, puis je veux que la compagnie elle fasse juste monter. Fait que je fais ce qu'il faut, on travaille fort, je veux dire, à shop, tout le monde se donne à 2000 %, là, je veux dire, les commandes, ça rentre à tous les jours, non-stop. Là, surtout en ce moment, avec Ellie de la Cruz qui prend nos bâtons, je veux dire... Tu m'étonnes, le téléphone sonne encore plus. Ils veulent la même chose qu'Ellie de la Cruz, tu sais, yes. Monsieur le propriétaire, j'imagine que vous avez une question, c'est... Ouais, j'en ai beaucoup de questions, Kevin, mais le problème, c'est que... Explique-nous un petit peu, c'est comment... Mettons, tu me dis, OK, je vais avoir en Floride, on a des bâtons, qu'est-ce que tu fais pendant la journée? Tu vois les jeunes, tu sais quoi, tu te promènes, comment tu arrives, comment tu as accès aux joueurs, les clubbies, des choses comme ça? Explique un petit peu comment ça se passe, parce que je sais comment c'est... Moi, je sais comment c'est difficile, je t'ai vu partir du jour 1 à là, la différence, c'est facile de dire, je veux juste vendre des battes, on est des joueurs, mais le mettre dans les mains, quand tu parlais de relationship avec eux autres, c'est quoi exactement une journée quand tu t'en vas en Floride, tu pars pour 2 semaines, que ta femme a une mauvaise humeur parce qu'elle est jalouse que tu es rentré en Floride, c'est quoi exactement ta journée? Puis comment tu as accès aux joueurs? J'aimerais ça qu'on sépare le podcast et que tout ce qui est relation homme-femme, interpersonnelle et de couple soit mis dans un autre podcast, s'il vous plaît. Et juste une parenthèse avant que tu répondes, Kevin, ça aiderait peut-être que si un des actionnaires de B45 qui a un Cy Young qui n'a pas transporté avec lui en voyage, fasse le voyage avec toi, Kevin, et dise « Ah, tu vois, moi, quand j'étais lanceur, si j'avais fait face à ce bâton-là, j'aurais eu peur. » C'est ça de même, c'est un pitch de vente. Non, mais pour vrai, je veux dire, le spring training, c'est la période de l'année qui est vraiment importante là, au niveau business, niveau ma job, en fait, là, parce que toutes les équipes sont en Floride et en Arizona. Puis justement, moi, mes journées, là, ça commence à 6 h le matin parce que pour ceux qui ne le savent pas, là, des Mike Trout puis des Ohtani de ce monde, là, ils arrivent à 6 h 30 au terrain le matin là, durant le spring training. Puis écoute, les autres gars, ils veulent pas arriver après Mike Trout puis Ohtani, fait qu'ils arrivent avant Mike Trout puis Ohtani. Tu m'étonnes, ben oui. Fait que tu sais, je veux dire, moi, ma job, c'est d'arriver avant tout le monde parce que, comme Thierry qui dit, là, tu sais, moi, je vais arriver là-bas, je vais aller voir le gars en charge de l'équipement, je vais amener des bâtons pour que les gars puissent avoir le choix de tout ce qu'on a. Parce qu'il y a tellement de différents bâtons, il y a tellement de différents modèles de poids, de couleurs, de grandeur. J'allais dire ça justement parce que oui, je sais que le poids c'est une différence, mais en même temps, je suis content d'ouvrir cette porte-là. Quand tu dis modèle différent, c'est la sorte de bois, c'est la coupe du bois. Comment ça fonctionne? C'est la coupe du bois. Le bois, c'est tout du bouleau jaune, ce qu'on utilise. Mais au niveau de la coupe du bois, tout le monde s'est rendu tellement minutieux au niveau de chaque joueur veut telle grosseur de baril, telle grosseur de manche. Puis là, on parle de millimètres, là. On parle de millimètres de différence. Ouais, on parle de millimètres. Puis, écoute, il pourrait avoir 2 bâtons pareils, un côté de l'autre. Puis ils vont dire, lui oui, lui non. Tu sais, baseball, c'est une question de feeling aussi souvent.
Fait que, tu sais, moi, souvent, je vais donner un bâton à un gars, je vais dire, regarde, essaye ça. Souvent, je vais poser des questions. Quel modèle tu prends? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas? Je vais dire, OK. Puis avec mes connaissances aujourd'hui, je sais un petit peu qu'est-ce qu'il me dit. Bon, je te suggère ça, essaye ça. Puis souvent, ça arrive que, hey man, je l'aime, je peux-tu en avoir, nanana? Oui, fait que là, on organise la commande avec le gars d'équipement. Moi, je m'assure que le gars, il a sa couleur, son bâton, son modèle, son poids. Il veut sa signature sur son bâton pour que ça soit plus personnalisé. Qu'est-ce qu'il veut pas. Tu sais, c'est tout un. Puis moi c'est ça ma force, je crois, c'est que je care. Je veux vraiment que le joueur ait exactement ce qu'il faut. Ce que je veux qu'il recommande. Je veux pas juste vendre 12 bâtons puis OK, bye, on se parle l'année prochaine. Je veux faire mes suivis avec les gars pour être sûr que, regarde, tu as ce qu'il faut. Parce que dans le fond, ces gars-là, ils font de l'argent avec leur outil de travail, qui est leur bâton. Parce que si le gars, il frappe, il va avoir un bon contrat. S'il frappe pas, il n'aura pas de bon contrat. On s'entend, c'est un petit peu le même ça marche. Ouais. Fait que ma job à moi, c'est d'avoir le meilleur outil de travail dans ses mains puis de lui permettre de pouvoir faire l'argent qu'il veut faire avec les statistiques qu'il veut faire. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, j'arrive avec ça, j'ai tous les bâtons. Puis ma job, là, c'est un petit peu... Ça dépend des équipes, mais je te dirais que depuis le temps, là, les gens me connaissent de plus en plus. Fait que c'est sûr que maintenant, je suis rendu vraiment plus... j'arrive quelque part, le monde savent je suis qui. Puis c'est ça qui est le fun un peu, parce que quand tu rentres dans un clubhouse puis tu connais 1, 2, 3, 4 joueurs, 5 joueurs, ben tu vois le vibe des saluts, nanana, puis là les autres gars, hey man, talk to Kev, tu want some bad, tu sais, tout le monde t'aide un peu là-dedans, fait que ça devient une genre de communauté que tout le monde... Mais tu sais, ça c'est quelque chose que j'ai bâti avec les années, parce qu'au début quand t'arrives là, c'est comme... Je veux dire, tu rentres dans une chambre des joueurs... C'est who the fuck is that? Disons les vraies choses. C'est ça, tu sais. Fait que c'est sûr que je suis quand même 6 pieds 4, 2,50. Fait que j'ai le body de joueur de baseball. 2,50. Ouais, j'étais à 2,40, j'ai pas J'étais sûr que ça semblait. Hey, on se dit les vraies affaires ici, là, right? Ouais. On l'a dit, c'est le frère de Nick Swisher. Nick Swisher a fini sa carrière à 2,70, je pense. Fait qu'on est correct encore, là. Non, mais tu sais, je veux dire, je rentre dans un clubhouse, puis comme que j'ai dit tantôt, tu sais, avec Ross, avec Philippe Aumont, tout ça, tu sais, j'ai comme appris à, regarde, essayer d'être là, mais de pas être là, tu sais. Fait que c'était un petit peu une attitude que j'avais. Mais c'est toujours pas clair. As-tu catché Philippe Aumont? J'aimerais ça mettre ça. 2-3 fois. Mais tu devrais essayer de le catcher, toi, avec ton nouveau gant. Oh boy. Ben moi, c'est un gars d'outfielder, man. C'est pas un gars de catcher. Puis... On va t'en trouver un gars de catcher. Hey, catcher gaucher, n'importe quand. Gags, vas-y avec une question, parce que moi, j'en ai une intéressante. Je suis pas en train de dire que la scène n'est pas intéressante, mais j'ai une question qui me fascine après, mais je laisse l'actionnaire poser la question avant. Fait que c'est ça, fait que bien vite, dans le fond, là, j'amène mes bâtons. Les gars me donnent leur commande, mais je peux passer un 5, 6, 7 heures là-bas, là, jusqu'à temps que... Parce que les autres, dans le fond, ils jouent à 1 heure durant le spring training. La game finit à 3-4 heures. Moi, souvent, je vais rester là jusqu'à 2-3 heures. Après ça, je vais retourner à la maison ou à l'hôtel ou whatever, puis je vais remplir mes rapports, à qui j'ai parlé, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai parlé avec... Parce que ça peut être... C'est niaiseux, mais ça peut être un autre gars par rapport de l'organisation que lui, il veut les bâtons de trophée pour les faire signer par les joueurs. Ça peut être l'autre monsieur journaliste que lui, whatever. Tu sais, c'est beaucoup de... Il y a beaucoup de monde dans ce milieu-là. Puis moi, je veux dire, je suis ouvert à tout le monde pour pouvoir justement ouvrir le plus de portes possible. Fait que c'est vrai que souvent, je vais voir les games après. Puis souvent, le soir, là, je vais aller manger avec des gars. Tu sais, c'est là justement que tu apprends à connaître les joueurs autres que sur un terrain de baseball. Mais spring training, les gars se lèvent tôt. Notamment moi aussi. C'est sûr qu'on se couche pas tard. Prochaine fois que Kevin m'invite au spring training. Pour cette fois-ci, j'ai Max, j'ai déjà catché Philippe pour moi. Gags, vas-y, c'est à ton tour. Moi, je veux qu'on parle... Chapman, moi, je veux qu'on parle du... Kev, je veux qu'on parle du bet. On va parler du bet qu'on a fait, là. C'est quoi le bet? Ah ouais, let's go, Kev. C'est quoi la gageure? Du bet un peu, là. Vas-y. Là, il n'y a pas personne ici qui va commencer à courir tout nu dans le studio à un moment donné quelque part, là. Non, on est d'accord, là? Pas encore. Il y a encore de l'espoir. C'est avant le WBC, right, que t'es allé? Ouais, c'est le WBC, ouais, exactement. Avant le WBC, Eric, il s'entraîne, ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois que je suis en Arizona avec lui. Il s'entraîne, il lance 86, 87 000 à l'heure top speed. Ça fait 3 semaines, là, puis je veux dire, je le sens quand il force, puis je le feel quand il force, puis je suis comme, OK, là, il se donne à 2000 %, là, tu sais. Fait que là, on est une gang de boys dans le cours chez Eric, là, il y a un monticule, il y a un beau petit setup, tout.
Ça, c'est l'ancienne maison, parce que la nouvelle maison, j'ai pas vu le monticule. L'ancienne maison. C'est une des 8 anciennes. OK. Fait que, fait que dans le fond, on fait ça, puis tout, puis là, il lance, puis là, on a un radar en arrière, puis là, il pogne 86, 86, 87, 86. Là, je dis, gars, là, ça fait 100 pitches que tu fais, là, il dit, regarde, il dit, si je pogne 91, et non, il dit, si je pogne pas 91, il dit, je t'achète une paire de pantalons Lululemon. Qui coûte à peu près 138 $. OK, attends une minute. Là, juste mettre les choses en contexte. C'est de la gageure la plus weird que j'ai jamais entendue, où est-ce que tu seras ça intéressant, 91, tout. Des pantalons Lululemon. Continue, vas-y. Ben écoute, là, tu sais, je veux dire, les pantalons, c'est 150$. À ce moment-là. Ça reste Lululemon. Je te vois pas faire du yoga parce que j'ai gagné des pantalons à 150$, tabarnak, là. À 250 livres, 6 pieds 4, faire du yoga avec ses beaux têtes je touche même pas mes pieds. Bon, mais tout ça pour dire que là, il reste 5 pitches, tu sais, puis là, il force un petit peu plus, puis là, on va sur le radar 88, là, on est comme, là, je commence à capoter, parce que dans le fond, le deal, c'est que s'il réussit pas, il me donne une paire de pantalons, mais s'il réussit, ce soir-là, on va souper, puis je m'habille comme qui veut. Fait que, je décide de l'outfit moi-même. Bon, alors, si je me comprends bien, Monsieur Cy Young a frappé le 91? Sur le dernier lancé. Non, le dernier en plus, c'est le maître du suspense. Dernier pitch. Il commence à faire des moves de je sais pas trop, il arrête. Idéonomo. C'est Idéonomo. Il niaise, boum. Lance. Je prends la balle, puis quand j'attrape la balle, là, tu sais, vu que j'ai déjà catché Philippe Aumont, je le sais comment il lance, là. Je le sais, là. Je suis comme, non, il l'a eu, tu sais. Fait que là, les gars en arrière, ça court partout, ça saute, c'est le party, capote ben raide. Fait que ce soir-là, on est allé souper, puis j'avais un top Juicy Couture. Il était ici, son top. Un tank top, là. Ouais. Avec son frame de 270 livres, 250 livres, Et quoi d'autre t'avais? T'avais-tu une jupe ou t'avais quand même eu Non, j'avais des jeans, ça j'avais réussi à négocier à patente, là. Bon, mais écoute, après le podcast ce soir, puisqu'on est en direct, je vais quand même peut-être appeler ma psy, même s'il est minuit, juste pour enlever cette image-là de toi en tank top ce soir et tout. Mais je vais poser une question sérieuse avant qu'on se quitte, parce que, honnêtement, tu sais, sans niaiser, Kev, si on se connaît depuis une couple d'années, je connais évidemment mon chum Gags. Tu sais, Gags ne va pas investir dans quelque chose juste pour dire « Ah, j'y crois, je vais faire de l'argent, peu importe. » Tu sais, vous êtes deux passionnés. Le B45, c'est un produit de chez nous qui alimente beaucoup de fierté. Je le sens quand j'étais avec toi en Floride, Kev. Puis là, on parle de la Cruz. Je pense que, tu sais, la compagnie est à un joueur de fermer la gueule à bien du monde, parce que ce que tu m'expliquais, c'est que malgré le fait que les gars aiment ça, le B45, la compagnie XYZ, sans les nommer, à part Rawlings, qu'on l'estime de merde, j'aime ça plugger ça, je me sens super bully, je fais de l'intimidation de bâton de baseball. Joke à part, c'est que, je sais pas, moi, en tant que joueur, tu sais, si tu m'offres 200 000 $ pour prendre ton bâton, quand je gagne des millions, ça se peut peut-être que je garde le bâton que j'ai toujours utilisé, parce que le 200 000 à long terme me paraît pas beaucoup, parce que si ma moyenne de bâton, parce que je l'ai dit, vous êtes des bébites superstitieuses, les joueurs de baseball, puis la différence entre 300 et 215 est énorme au point de vue du salaire. Fait que quand un gars comme De La Cruz, c'est quoi le prochain step pour être sûr qu'il vous garde, que son agent dise pas « Hey, gars, je viens de te payer un contrat à 500 000 $ si tu switches de compagnie. » C'est quoi le défi pour une compagnie comme B45 pour des gars comme ça? Parce que là, vous avez le All-Star, là. Ouais, mais comme tu dis, je veux dire, c'est beaucoup... le baseball, c'est une business, right? Puis au niveau de ça aussi, c'est une business. Les agents, ils veulent des contrats souvent parce qu'eux, ils ont un pourcentage de ce que les joueurs vont avoir comme contrat niveau équipement, niveau tout ça. Fait que, je veux dire, B45, c'est une compagnie qui grossit bien, pas trop vite. On fait les choses bien, en fait. Slowly but surely, comme ils disent aussi, lentement mais sûrement. Fait que je veux dire, il y a des compagnies qui grossissent trop vite, trop rapidement, puis ça plante. Nous autres, on grossit de façon intelligente, puis on essaie de faire les choses de la bonne façon. Puis comme tu dis, De La Cruz, en ce moment, là, tout le monde, les yeux sont rivés sur De La Cruz. Il prend nos bâtons tous les jours. Il ne changera pas de bâton. Pourquoi? Parce que, écoute, on lui envoie la meilleure qualité de bâton qu'il ne peut pas avoir. Il y a des bons résultats avec ses bâtons. Il est confortable. Encore là, tu te dis pourquoi il ne changera pas, comment il ne changera pas. Ben moi, ma job, c'est de faire mon suivi avec ce gars-là.
de dire, regarde, as-tu besoin de quelque chose? Parce que les joueurs, durant la saison, des fois, ils vont changer de poids, commencer à être fatigués. C'est des petites affaires que, avec l'expérience, à cette heure, je le sais. Fait que, je fais mes suivis avec les gars, comment tu te sens, t'as ici, t'as tout ça, t'as besoin de quelque chose, t'as besoin des bâtons, training bat, one-hand drills ou whatever. C'est vraiment de faire des suivis par rapport à tout ça. Puis, je veux dire, oui, c'est sûr qu'il y a des questions d'argent là-dedans, mais je pense que B45 grossit vraiment bien. Puis, je veux dire, je sais pas ça s'en va où à ce niveau-là par rapport à De La Cruz au moment où on se parle. Mais c'est sûr qu'on a des discussions là, présentement avec son agence. Ça fait combien de temps qu'il sert du B45? 2-3 ans? Ça fait 3 ans minimum, là, ouais. Ben, moi, honnêtement, sérieusement, je m'appelle De La Cruz, puis on sait qu'il est sur un contrat de recrue, là, il doit gagner 800 000 $ en haut, là, présentement, il va faire ça pendant une couple d'années, mais tu sais, je veux jamais être prophète de malheur ou. Mais on s'entend que ce gars-là est à 3-4 ans d'avoir un contrat de 200 millions. Ils attendront pas qu'il soit éligible aussi pour l'arbitrage et tout ça. T'es d'accord, Gags? Ah, c'est sûr. Écoute, c'est tout ça avec B45. Nous autres, dans le fond, un petit peu, on essaie de les prendre au début, qu'on essaie de créer des habitudes, on sait exactement comment ça se passe. Mais ces joueurs comme ça, tu vois un gars qui va faire 500, 600, 700 millions dans sa carrière, peut-être un moment donné. Là. Mais tu sais, c'est ça, c'est le fun, c'est valorisant. Parce qu'un gars comme Kevin, qui est capable d'avoir les accès à ces jeunes-là, puis parler un petit peu en Spanish, mais juste le fait qu'il leur parle, accès... Duolingo, buddy. Duolingo aussi. Non, c'est vraiment le fun de voir parce que, tu sais, il travaille fort, Kevin. Depuis le début, tu sais, il a appris énormément, mais d'avoir des jeunes comme ça, un joueur d'impact, on compare déjà à Mike Trout. Mike Trout, c'est pas n'importe qui, puis un gars qui va faire de l'argent tant que ça. C'est ça le plus important, je pense, de vraiment lui donner un outil qui trust. Puis en plus, avec de faire partie comme on est une famille, la famille de B45, on met du temps sur Facebook, des choses comme ça. Mais on est vraiment une famille, puis je pense que c'est ça que Kevin qui a apporté à B45, l'esprit de famille, comme il dit, il connaît les joueurs personnellement. C'est ça qui est le fun avec Kevin, tu sais, mais c'est un gars comme ça qui va faire de l'argent longtemps, qui va utiliser nos bâtons, nos ambassadeurs. Puis il va être fidèle, qui va rester fidèle, pas coûter le cash. On espère. Nous, on va être fidèles à eux, puis eux, on espère qu'ils vont être fidèles à nous autres, puis c'est la même chose avec Kevin. Tu sais, Kevin, depuis le début, qu'est-ce qu'il a fait? C'est vraiment s'impliquer il s'implique par rapport à toutes les décisions qu'on fait, on passe avec Kevin, mais on essaie de faire vraiment... Il n'est pas propriétaire, mais c'est dans le fond, toutes des idées qu'il a, c'est lui qui connaît merci les joueurs. Merci de le rappeler, je suis sûr qu'il est content que tu lui rappelles qu'il n'est pas propriétaire encore. Non, mais il a je vais te représenter, Kev, man, sérieusement. Surtout, t'as catché Philippe Aumont aussi, ça mérite des parts. Ça fait Non, mais, comme tu dis, c'est beaucoup de travail, mais il y a un exemple bien fun. Un exemple, hier soir, on a su que Austin Hayes il allait être invité au match des Étoiles, un gars des Orioles, justement, on se parlait des Orioles. Une fois qu'il est pas blessé, on va en profiter. Ouais, c'est un gars qui prend nos bâtons full-time aussi, ça fait quelques années. Fait que, là, en ce moment, on a fait faire un bâton pour lui. En fait, ma conjointe est en train de le peinturer live. Un bâton spécial là, pour le match des Étoiles pour lui, avec le nom de ses enfants dessus, tout ça. Là, ouais, là, mais hot. Ouais. Hey, j'en veux un, Con. Hey, avant qu'on se quitte, je vais finir en fait plus un commentaire qu'une question. Parce que justement, j'ai regardé les highlights de Eli De La Cruz. Et lors de son premier circuit, on le voit évidemment quitter le. Puis, tu sais, c'est un jeune qui a déjà de l'attitude et les gens vont dire « Ah, il y a de l'attitude », mais non, parce qu'on en a parlé la semaine passée. C'est un petit cul qu'on a pris pour acquis pendant très longtemps. Je sais pas si tu avais entendu l'histoire, Kevin, mais Eric s'en souvient. Il avait été invité à un try-out juste comme haricots parce qu'il voulait comme... en fait, 2 haricots avaient été invités, puis l'autre était meilleur que lui, fait qu'il voulait comme montrer son monde de la Cruz, l'autre va paraître mieux. Fuck you dans ta face de la Cruz aujourd'hui. Et après son premier circuit, il savait, là, elle a été frappée à 500 quelques pieds, là, tu sais, là. Fait qu'il a pris 3-4 points le lendemain. Et check bien, honnêtement, allez voir les deux. Regardez le highlight. Quand il lance son bâton, tu vois clairement le logo B45 juste à bonne hauteur. Et c'est le meilleur peu. J'avais dit de faire ça. J'avais dit de faire ça. Hey man, au point de vue mise en scène, sérieusement, regarde, well played comme on dit. Hey Kev, merci. On va se parler bientôt parce que c'est toujours un plaisir de te parler. Mon billet d'avion est déjà booké pour l'Arizona l'année prochaine. Je vais jouer une game complète. J'ai quand même aussi... 1-2. Non, 0-1 avec un but sur balle. Non. Exact. Mais de toute façon, je l'ai là. Puis de toute façon, il y a M. Gagné qui a dit qu'il allait me strike out. Fait que je vais en faire partie. Hey, merci de m'avoir fait vivre un rêve de petit cul. Merci par les baseball. Puis honnêtement, tu sais, sérieusement, comme Eric vient de dire, t'as un sourire contagieux dans la face. Puis, sais-tu quoi, peu importe le rôle dans le baseball, c'est ce qu'on veut voir.
Fait que merci d'avoir été avec nous. Bien sûr, merci Cam, on t'aime bien gros avec tes belles joues. Ciao, Ben. Ciao, les boys. Et là, on passe à la relève, mesdames et messieurs. J'allais dire ça, mais là, on m'a informé qu'il fallait attendre que ma face revienne. Écoute donc, Chris, je me suis fait faire du Botox cette semaine, ça paraît même pas. On va encore, mais joke à part, ce segment est présenté évidemment par l'Académie Baseball Canada. Baseball Canada, pour être bilingue, et avec notre ami qui devient régulier, c'est sa 3e présence. Je vous présente Franck Vendetti. J'ai dit ça avec un petit accent pour me... Bon, essayez de vous centrer, s'il vous plaît. On a soit des notes de Simon. Mais attends, il faut que je me tasse un peu. Viens-t'en. C'est la radio communautaire. T'es-tu le pied? Hein? On Chris, depuis quand t'es... On n'évite pas des pieds même de même ici. Qu'est-ce que tu fais des pieds, man? T'es dommage rendu à l'aise, Ben. Ça me tentait d'essayer ça. Fait que, écoute, t'avais une bonne question pour Eric. Bien sûr. Avant qu'on y arrive, on va quand même faire un petit tour rapidement du côté du baseball junior élite. D'ailleurs, j'ai un message de la gang de Quaticook. Je voulais aller voir Longueuil avant hier, mais la game a été, évidemment, ça a été un rain-out, comme on dit. Fait que comme je suis rendu ta boîte postale, T'es rendu ma boîte postale. Et merci, Quaticook. Et ça fait... Non, mais avoue, il est quand même hot, man. Aucun lien entre ça et les Rockies du Colorado, mais je vais le porter. Écoute, je vais l'enlever tout de suite pendant que tu parles. Explique-nous un peu ce qui se passe. Jonquière est dans le mal. Ouais, Puis, c'est le début. Là. Moi, avant la fin de la saison, si j'ai pas les 13 équipes, je vais être déçu. Mais vois-tu, c'est ça. Toi, tu te fais envoyer du Ligue de baseball junior élite du Québec, moi du baseball mineur. C'est quoi? C'est Voltigeur du Surroi. Okay. C'est un regroupement de Beauharnois, Mercier, Sainte-Martine sur la Rive-Sud. Fait que Baseball Québec, sont commanditaires. Fait que, écoute, on signe pas les mêmes autographes. La blague est faite, on a compris. Là. Hein? Attends, mais je mets mon chandail. Écoute, là, justement, la game était supposée d'être cancellée. Enfin, a été cancellée, mais les Rockets, dont je porte le chandail d'une seconde à l'autre, ils allaient pour leur 13e victoire consécutive. Depuis qu'on s'est parlé la semaine passée, des grands changements dans la ligue ou c'est pas mal la même... la tendance se maintient, comme on dit? Ben, la tendance se maintient. Quand la semaine passée, on disait tu peux t'enfarger n'importe quand, je pense que c'était-tu vendredi soir, tu étais supposé y aller. Je m'ai rien dit, je fais pas de promesses parce que je sais que je suis le pire. Non, ben le dernier. J'ai mal mes promesses. Je pensais que tu disais vendredi passé. Ah, ouais. Fait que, ce que je peux vraiment mentionner, c'est pendant que Max il se bat avec son chandail et ses écouteurs, Montréal, hier, qui ont balayé Quaticook, ça faisait très longtemps que Quaticook n'avait pas perdu, mais. En plus, balayé, donc 2 matchs. Les deux matchs hier, mais performance, je vais souligner la performance extraordinaire de Zachary Leduc qui a lancé un match complet, donné un seul coup sûr, 10 rétro-bâtons, 4 buts sur balle, donc a été nommé joueur de la semaine suite à sa performance aujourd'hui. Lundi, c'est joueur de la semaine. Fait que ça te fait bien. Ah, j'aime ça au bout. Ouais. Mais toi, Eric, non, parce que tu sais, puis je suis content que tu sois ici, Frank. Puis sérieusement, je suis ça sincèrement. De toute façon, on se connaît depuis longtemps. Je peux te le dire honnêtement? Quoi? Merci à vous autres, pour vrai, honnêtement, ce que vous me faites vivre, la plateforme que vous me donnez. C'est pas tous les jours qu'on jase de baseball avec un gagnant du trophée Cy Young. Je l'apprécie énormément. Max, je t'aime aussi. Mais je veux dire. Non, ça commencerait pas à être un show de fucking partage d'émotions. Asti, man, c'est pas signé pour ça. Moi, j'ai signé pour rien. Je dis ce que ça me tente. Mais. Je pense que je vais aller fouiller dans le frigidaire de la poche bleue aussi. Là, j'ai besoin d'une shit. Non, mais on est content que tu sois là parce que justement, non, mais le but de l'émission et du côté du podcast francophone, c'est justement de pouvoir mettre de souligner un peu les exploits de nos jeunes Québécois qui, évidemment, se défoncent aux quatre coins de la province. Encore une fois, merci à Quaticook et tout. Parce que, en fait, j'allais profiter de ce que tu viens de dire parce que, bon, justement, Quaticook qui allait pour une 13e victoire consécutive, ont perdu 2 matchs de suite. Mais on sait aussi que c'est une ligue où tout le monde fait playoff, sauf, je pense qu'il y a quoi? Il y a une équipe d'éliminés sur 13, une affaire de même. Toi, Eric, quand tu étais jeune, tu dis ça de même. Est-ce qu'il me regarde drôle ou il a-tu changé de face parce que j'ai dit quand il était jeune? Moi, je dis, il a l'air en crise. Il a l'air en crise, ok. Attends, je vais finir pour une pièce. Mais quand tu sais que tous les équipes font une série, y a-tu une fierté de finir premier ou tu fais juste te concentrer sur la pré-saison? Ah, il y a une fierté, c'est sûr, de finir en première place. C'est sûr, veut pas. Il y a une petite conscience sur la pré-saison, les playoffs, c'est sûr. Mais finir premier, veut pas, c'est ça que tu fais. C'est le but de. Quand tu joues au baseball, t'essaies pas de perdre. T'essaies le premier. Puis veut pas, c'est toujours important de finir première place. Surtout quand tu arrives dans les playoffs, oui, tu as besoin de finir en première place. Parce que c'est un boost de confiance à finir premier. Oui, c'est sûr que c'est un boost de confiance, mais c'est aussi c'est juste la façon que tu joues. Tu sais, tu joues un anneau complet, tu as 162 games à jouer, puis tu commenceras pas à essayer de perdre à la fin, à pas te forcer autant. Parce que tu sais, veux pas, t'arrives dans les playoffs,
Comme dans les Rockies Colorado, quand moi j'ai joué en 2017, je pense, en 2007, quand j'ai gagné contre les Rockies en 4, mais les autres sont arrivés là dans les playoffs, ont fait le walk-hard, sont arrivés à planche. Tu veux pas back off un peu, mais c'est sûr que c'est le fun à la première place, que tu as l'avantage du terrain, tu peux choisir un petit peu aussi la rotation, tu peux setter la rotation en place de juste d'avoir ce que tu es obligé d'avoir. Tu sais, c'est ça qui est le fun à la première place, tu as le choix de ça. Mais oui, les joueurs, c'est juste ça, ils pensent toujours à la première place. Il n'y a pas personne qui pense pas à ça. C'est clair. Tu avais une question pour notre cher Eric aujourd'hui que je trouvais bien intéressante. Oui, ben, Tu veux-tu recommencer à dire à quel point tu es flatté d'être ici? Puis que... Écoute, je peux de toute façon. On fait ta vie. Honnêtement, maintenant, c'est le podcast et tes enfants suivent. Ouais, fallait pas que tu le dises, ce bout-là, parce que regarde, je vous aime pareil. Mon botox, c'est vraiment de la merde. Qu'est-ce qui se passe avec ma face? Non, mais vas-y. Non, mais je trouve la question intéressante. Vas-y, mon cher ami. On le savait d'être commandité par le Botox, mais... Non, c'est une crise existentielle que j'ai présentement. Fait que, non, écoute, l'Académie de baseball du Canada, dans le fond, qui commandite le segment, ont vraiment... La mission est de placer les kids dans les collèges américains, dans le fond. Puis moi... JC ou 4 ans. Ouais, 4 ans ou junior college. Puis ça, c'est... je trouve souvent que c'est une bébête à part parce que, généralement, oui, les jeunes, ils ont des enjeux, mais les parents aussi, ils ont des enjeux. Puis, tu sais, toi, Éric, t'es un des premiers au Québec ou dans les premiers où c'était très peu connu qui a tenté l'aventure de l'autre côté, à Seminole. Mais qu'est-ce que toi, tu regardais d'un collège? Tu sais, je vous ai vu que c'était nouveau. T'as juste pris les premiers qui t'ont demandé de venir ou t'as regardé le côté académique, le côté sportif? Parce qu'il y a tellement de choix, il y a tellement d'options, puis des fois, les kids, ils ont une coupe d'offres. Moi, je peux répondre pour Éric. Puis clairement, le côté académique... Mon anglais. I had to do it, man. I had to do it. Exact. T'étais même pas bilingue. Yes, no toaster ou à peine à l'époque, sérieusement, c'était-tu. Oh, maximum. Toaster, c'est même pas là. C'est pas ça dans tout. Je savais même pas que c'était un mot anglais, toaster. Mais joke à part, ça fait partie de l'équation pour un jeune qui veut partir d'ici pour aller au sud, là. Ah oui, c'est sûr. Moi, j'ai pas eu la charge, j'ai pas le choix non plus. Je suis allé à un JUCO à cause d'un de mes amis, Éric Boisjoli, qui m'a dit OK, Éric, on va te donner un full scholarship, puis tu venais. Mais la décision après, c'est quand j'ai décidé de signer avec les Dodgers. Après ma première année de JUCO, j'avais beaucoup d'options. J'avais le choix d'aller à Louisiana State, Arizona State. Mais c'est qu'est-ce que tu regardes? Moi, je regardais surtout les coachs, je regardais c'est où exactement les conférences. Puis je pense encore plus présentement, on va encore te parler du NIL. Name, Image and Likeness, c'est encore plus important de savoir exactement dans quelle conférence que tu es et c'est contre qui tu joues parce que tu peux faire encore plus d'argent. Fait que, tu sais, ça change énormément. SEC. SEC, c'est là que tu veux aller. Exactement. Alors, ouais. Je pense que c'est veux pas. Tu regardes l'éducation, oui. Quand tu sors d'un college aussi de 4 ans, mettons, tu vas à Alabama, les connexions que tu fais dans ce collège-là, tu vas avoir des jobs après ça. Tu sais, je pense que c'est ça le plus important. Oui, c'est le fun, le baseball, mais il faut penser. Moi, qu'est-ce que j'ai dit à mes enfants, c'est concentre-toi, utilise le baseball pour ouvrir des portes aussi. Oui, tu peux te rendre à la majeure, ça serait le fun, ou te rendre dans la ligne nationale, mais utilise ton sport pour soit te donner un scholarship, t'ouvrir d'autres portes, et d'avoir d'accès à un job, parce que c'est vraiment un... C'est pas facile d'arriver au collège et de dire OK, je vais juste me concentrer sur le baseball, de penser que tu vas y faire. Fait qu'ouvrir les portes par rapport. Moi, j'avais un choix par la LSU. LSU, c'était un de mes premiers choix. Et tabarouette. Je regardais. The Tigers. Moi, c'était Skip Bertman qui était là. Fait que, moi, il y avait une grosse histoire dans le temps. Fait que je voulais aller là. Mais j'avais pas vraiment le choix. Mais après ma première année de JUCO, c'est là que je voulais aller. Mais tu sais, tu regardes l'équipe, tu regardes la conférence. Fait que là, ça a changé énormément. Fait que avec le NIL, je pense que c'est notre job, justement, pour moi, les vétérans, de dire aux jeunes, un gars comme Carl avec l'ABC qui va les aider, les diriger. Fait que c'est ça le plus important, savoir exactement, OK, c'est où que je veux jouer. La famille aussi, c'est pas facile de partir de la famille, c'est difficile de partir. Ouais, tu sais, Québec-Louisiane, Québec-Tennessee, Québec-Oklahoma, c'est de la route, là, tu sais. Là, puis... Mais attends, je veux pas t'interrompre, mais ce que tu me dis, parce que LSU, toujours, ben, évidemment, regarde, cette année, on l'a vu, on gagné les College World Series. Fait que, je te pose une question. S'il y avait eu le NIL à l'époque, avant de signer avec les Dodgers, t'aurais signé avec LSU? Moi, ouais, j'aurais signé avec LSU d'après moi, ouais. Ouais. Parce que NIL, ça change tout, là. Ça change énormément. Parce que t'aurais fait des dizaines de milliers de dollars avant même de signer un contrat professionnel. Exactement. C'est ça qui va changer la game aussi. Parce que tu arrives des mineurs, tu fais 9 ou 19, je pense que c'est rendu 19 000 par année. Tu peux faire 50, 60, 100 000, 150 000 d'être au collège. Fait que tu vas choisir un petit peu ça. Fait que c'est ça que ça va changer énormément la game. Fait que tu vois des jeunes au Québec qui vont dire pourquoi il va là, pourquoi il va là. Mais
souvent, c'est un gros superstar, il va te faire plus d'argent. Fait que là, ça va rentrer beaucoup plus en ligne de compte que c'était avant. Avant, tu allais là juste pour le baseball. Masters, OK, oui, c'est le baseball. Après ça, tu regardes l'exposure que tu peux avoir par rapport au collège qu'ils te donnent. Puis en plus, le booster. Le booster, on appelle ça c'est Ouais. qui les anciens qui ont été là. Moi, c'était un petit peu pour ça, mais là, ça va changer complètement. Puis je pense que c'est ça l'ABC, il faut qu'il fasse un petit peu. C'est ça, se concentrer un petit peu sur l'ABC. C'est où qu'on envoie nos jeunes, puis les préparer. Les préparer, que ce soit professionnel ou au collège, puis les encadrer comme du monde. C'est ça qui est le fun avec Kevin qui a fait, avec Carl Gilina, Max Lamarche, tout ce qu'ils font, eux autres, c'est vraiment important. Parce que veut pas, faut tu rentreras peut-être pas des majeurs, mais tu as quand même une chance de sortir Ouais. une place qui est vraiment incroyable pour faire de l'argent. Une chose à la fois, mais comment ça fait qu'on se fait autant souvent offrir du 2 ans, du GC, du Junior College? Parce que moi, tu sais, je veux dire, je parle souvent aux kids, je parle à ben. Tu sais, moi, je me souviens de parler avec Oswey Pelé. C'est rare que c'est l'université en premier. C'est souvent... Exactement. Lui, il avait eu une offre de 4 ans avec TCU, Texas Christian University. Une couple d'autres. Mais souvent au Québec, le mot que j'entends, c'est GC. Le 4 ans vient pas tout de suite. Y a-t-il quelque chose dans le sens que de me dire que, parce que c'est une ligue, évidemment, tu sais, le Junior Elite, c'est une saison plus courte, ça n'a pas le même prestige que même des high school américains. C'est ça qui joue en faveur? Ben, je pense ou, même pas que ça a un rapport avec nous. C'est peut-être plus ou les années d'école ou. Parce que Moi, pas... c'est l'accès aussi. C'est l'accès à l'information pour les jeunes qu'on n'avait pas dans le temps. Moi, écoute, il n'y avait pas personne qui m'a vu lancer. Là, à cette heure, c'est différent un petit peu. Je pense qu'on voit que l'ABC, qui sont beaucoup plus sur social media. Puis l'accès de data, l'accès de vidéos, des choses comme ça qu'on n'avait pas dans le temps. Moi, ils ont juste écouté Éric Boisjoli. Ils ont dit Éric Boisjoli, on terrasse à 100%, on va dire OK, on va donner un scholarship. La raison pourquoi ils vont à JUCO, je pense, c'est un petit peu pour ça. On n'a pas vraiment l'accès. L'ABC se promène, ils font le plus de voyages possible pour avoir, genre, pour jouer contre les collèges, pour ouvrir des portes aux jeunes. Fait que les JUCO, c'est plus facile aussi, beaucoup moins cher. Les scholarships, c'est plus facile à avoir. En plus, on parle français, c'est pas facile d'arriver là. Puis tu sais, tu vas dans un collège de 4 ans, faut que tu sois vraiment parfait bilingue. Fait que ça, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais les jeunes, je pense, à cette heure, ils se préparent encore mieux. Fait qu'ils parlent pas mal tout anglais. Moi, je parle pas anglais du tout. Puis c'est ça que c'est le fun. L'ABC prépare les joueurs vraiment comme du monde. C'est ça que je pense que c'est ça. Les GC, c'est plus facile aussi d'accès. Ben, il y en a beaucoup plus, puis c'est quand même une porte d'entrée, puis au bout de la ligne en baseball ou peu importe le sport, c'est ce que tu veux. Tu veux mettre les pieds dans la porte, puis après ça, espérer pour le mieux. Fait que... Hey, merci Frank. Ça fait plaisir. Ça passe encore une fois trop vite. Il nous reste sur les segments avant qu'on commence l'émission en anglais à 10h avec notre invité, évidemment, Tim Dillard. C'est ça, j'ai bien dit? Oui, exactement. D'ici ce temps-là, il nous reste un dernier segment, et là, c'est le closer. J'arrête pas de dire le closer, mais c'est juste le closer. Le mot reste le même, mais c'est le préfixe qui est comme... Et oui, je pense que les gens ont compris. Hey, écoute, cette semaine, je voulais il y avait un article que j'ai lu hier dans MLB Network, qui faisait des prédictions sur le mois de juillet. Je voulais savoir ce que t'en pensais. Il y en avait 7. On va essayer d'en faire le plus possible parce que dans 20 minutes, même pas, dans 19 minutes, on commence en anglais. On prédit qu'au mois de juillet, il va y avoir une résurrection des Mets. Tu y crois-tu, oui ou non? Non. On est en même place! On est en même place! C'est une valeur. Je me suis dit, gars, le talent, oui, mais à un moment donné, je pense qu'il y a un curse. Il y a quelque chose qui se passe qui va falloir qu'il fasse un petit peu de changement. C'est une bonne équipe, il y a un bon manager, c'est pas à cause du manager, c'est pas à cause du talent des joueurs. Tu connais-tu bien Showalter? Je le connais pas, je sais c'est qui, je le connais pas personnellement énormément, mais tu sais, c'est un gars qui c'est un leader. D'après moi, c'est pas lui le problème. C'est sûr qu'il y a du monde qui vont commencer à regarder c'est quoi exactement. C'est juste quand ça clique pas, tu peux aller faire 7-8 joueurs qui marchent pas, t'en enlèves un, t'en enlèves deux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont-tu aller acheter? Ils vont-tu vendre? C'est quoi qu'ils vont faire exactement? Moi, je crois pas en résurrection parce que c'est pas mal un petit peu trop tard, là. Mais il y a tellement de monde dans l'Est, ça va être un petit peu plus difficile. Ben, en fait, moi, j'allais dire, c'est sûr que la blessure d'Edwin Diaz a joué pour beaucoup, mais en même temps, c'est quoi? Ils ne sont même pas capables. Parce que là, présentement, c'est David Robertson qui est le closer, comme on dit, qui fait une sacrée bonne job. Ils ont une couple de gars secondaires, ils ont un bullpen correct. Mais même si Diaz était en forme, je veux dire, il faut quand même que tu lui donnes la balle en 9e manche, que les Mets ne font pas régulièrement. On en a parlé la semaine passée, il y a 2 recrues vraiment intéressantes en Beatty au 3e but et Alvarez comme catcher, qui sont corrects présentement, mais je pense qu'ils ont juste voulu le propriétaire. C'est Cohen? Donne-moi le nom de propriétaire. Ah, Cohen, ouais, c'est ça, Cohen, ouais. Real estate. Ouais.
évidemment, je peux comprendre, tu es un marché comme New York, tu veux avoir des résultats le plus rapidement possible. Je sais qu'on va en parler, on le remet à chaque semaine, mais moi, des contrats de 20 ans, jusqu'à temps que la personne commence à faire de la traite comme Lindor a, ça ne donne absolument rien. Depuis ce temps-là, il frappe pour à peine 220. Mais c'est surtout aussi, je pense qu'il met beaucoup d'argent sur Scherzer et Verlander, qui étaient des bons gambles, mais à l'âge qu'ils ont, c'était juste une question de temps avant que les gars ralentissent un peu. Quoique Verlander semble se reprendre énormément. Les 2 derniers départs, vraiment, c'est le Verlander qu'on connaît, on s'entend-tu, tu sais. Mais c'est sûr qu'à leur âge, il y a toujours un point d'interrogation. Ça va durer combien de temps? Ça va-tu up and down? Ça va être streaky? Ce qui m'a fait faire un saut, c'est que Scherzer est ouvert à laisser tomber sa clause de non-échange. C'est un hostie de message, ça, là. Non? Ouais, écoute, c'est un gros message. Surtout à son âge. Écoute, il faut s'en attendre. Il veut pas Scherzer, il veut gagner. Il est pas là pour collecter de l'argent. Il en a fait en masse d'argent. Ouais. Il est ouvert à un échange. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Parce que, tu sais, qui a besoin de lanceurs? Il y a tout le monde qui a besoin de lanceurs. Ouais. C'est un gars qui est un gagnant. C'est une personne que je pense qu'il respecte. Les Mets vont respecter un petit peu aussi. Dans le fond, c'est quasiment un message. Hey, échangez-moi. Si on n'est pas capable de changer ça un petit peu, de virer ça de bord un peu, échangez-moi. Puis je pense que c'est ça qui va arriver. Il va se faire échanger d'après moi. Tu penses? Ben, il y en a un des deux qui va partir, parce que les deux font 43,5 millions, ils ont le même contrat présentement. C'est un contrat de 2 ans, je ne me trompe pas, tous les deux aussi. Ouais. Parce que moi, la phrase classique, c'est drôle parce que Cohen a dit je suis pas en mode panique, mais avec l'argent que je suis en train de perdre, je m'attends à des résultats. Il n'y a rien de. Il n'y a aucune contradictoire dans ce que tu viens de dire. C'est genre, hey, je suis patient, mais tabarnak, je perds du cash. Fait que, je pense que deuxième prédiction, c'est qu'on allait dire, un des titres, c'était Lots of Trades, beaucoup d'échanges. Je pense que, comme de fait que cette année, je crois, ça ne veut pas dire forcément des échanges majeurs, mais je crois qu'il y a tellement de clubs présentement qui ont la chance de pouvoir faire les séries que ça se peut que cette année, on regarde vraiment le nombre d'échanges, qu'il y a un chiffre quand même, ça veut dire que c'est un record. Pas loin parce que, tu sais, je regarde les deux, évidemment, divisions centrales, autant l'américaine nationale, qui sont les 2 points faibles des 2 ligues, on s'entend-tu? Même présentement, dans la Ligue américaine centrale, les 5 équipes jouent en bas de 500. Fait, avec autant d'équipes qui ont l'espoir de faire les séries, d'après moi, ça va bouger beaucoup. T'es-tu d'accord? Ça va bouger beaucoup, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de gros joueurs qui vont bouger. Genre un gars comme Scherzer qui a dit oui, je vais partir. Un gars comme ça qui va à Angels qui ont besoin de lanceurs. Je vois ça, mais... Scherzer à Los Angeles, j'aime ça comme move. Ça serait écœurant, ça. Ouais, je pense que ça a de l'allure. Je pense que ils ont besoin de faire quelque chose. Ils ont besoin de lanceurs. Ils ont besoin d'avoir Ohtani et Trout dans les playoffs. Ils ont besoin de faire un move, que ce soit pour le prochain propriétaire, que ce soit pour les fans, que ce soit pour Ohtani, que ce soit de sa dernière année. Ils ont besoin de ça. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de moves, mais ce ne sera pas des gros moves. Ce ne sera pas des gros blockbuster trades. Je pense qu'on ne verra pas ça. Parce qu'il y a tellement d'équipes qui sont en course. Il y a beaucoup plus d'équipes qui vont dire OK, on va attendre un peu, on va peut-être rajouter 1 ou 2 joueurs. Nous, avec les Dodgers, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait sorti au complet. Mais non, à cette heure, ça a été C'était un fire sale ou. Ouais, pas mal à faire ça. Puis on était en première place en plus. Fait que ça, c'est un petit peu moins le fun en 2004. Puis on a perdu, je pense, on n'a pas perdu, on a échangé, je pense, c'est 5 partants, pas les lanceurs partants, mais 5 partants sur les 9. On avait un catcher, notre champ à droite, on a échangé notre releveur. Mon Dieu, j'essaie de me souvenir, c'était quoi la raison? C'était, bon, forcément l'ancien propriétaire, pas une nouvelle gang. L'argent, mais vous étiez en première place. Je veux dire, il y a de l'argent qu'on rapporte en gagnant la série mondiale. Ouais, mais. C'est-tu l'année que le Ducha a été échangé? Oui, le Duca. Le Duca Incarnation. Le Duca Incarnation, Martin. Dave Roberts qui est échangé à Boston. On a eu beaucoup d'échanges. Notre noyau de joueurs a été échangé, mais je pense il y a beaucoup d'équipes, n'oublie pas, qui vont penser après l'année d'après, les années d'après. Beaucoup de joueurs qui sont sous contrat 1 an ou 2. Il y a beaucoup d'échanges qui vont se faire par rapport à ça. Peut-être pas à cause de cette année, mais dans 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que aussi avec Luxury Tax, des équipes comme ça, Luxury Tax, les Mets sont pas finis, encore 2-3 ans encore. Peut-être que cette année, ça marche pas, mais ils dompent un 40, 50, 60 millions de salaires qui peuvent se virer l'année prochaine pour dépenser ça un petit peu dans les trous qu'ils n'ont pas. Je pense qu'ils vont y penser beaucoup plus qu'on. Mais logiquement, ils n'ont pas de trous aussi. C'est une équipe d'1 milliard. Tu n'es pas supposé avoir de trous à 1 milliard, tu sais. Mais Joe Capard, je regarde évidemment du côté de. Je regarde la Ligue américaine dans l'Est de la Ligue américaine. Je m'attends à quelques mouvements, mais on sait que en général, les Rays, c'est des petits moves mineurs, combler des trous parce qu'ils ont une culture où on se construit de l'interne. Mais Oriole, que j'avais comme chandail avant de mettre celui des Rockies, de Quaticook.
C'est le Rockets de Quaticook? C'est le Rocket, excusez-moi. Mais je regarde des équipes comme Baltimore. Je regarde des équipes comme les Twins. Je regarde, mettons, de la Ligue nationale, des équipes comme les Reds, les Pirates, même les Cubs. Même si on a de l'argent, je dirais les Cubs, on pense que c'est un gros marché. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des équipes qui présentement, ont un noyau. Tout ce qu'on a repêché qui ont porté profit sont des majeurs présentement. Présentement, les Orioles, là, Rutschman, Henderson, Hazel depuis un bout, mais tu comprends-tu? Il vient de rappeler Watkins, bon, évidemment, c'est... Il y a 4-5 joueurs juste les lanceurs, Wells, Bradish. Tu sais, c'est tous des gars qui viennent de l'interne. Il manque peut-être un peu de leadership de vétérans à Baltimore. Mais ce que je veux dire, c'est que même à Cincinnati, c'est que toutes les années de manger de la marde, comme on dit, porte fruit parce que les meilleurs joueurs des ligues mineures sont rendus dans les majeurs. Fait que là, tu peux te permettre d'échanger tes gars de 3, de 2A, qui sont les prochains, parce que présentement, ils sont bloqués par des gars qui performent dans les ligues majeures. Et moi, si je suis Pittsburgh, si je suis Cincinnati, si je suis Baltimore, si je suis Détroit, présentement, si je fais un échange, en général, je priorise un gars qui a un contrat encore de 2 ans. Je ne vais pas pour l'espèce qu'on appelle le rental player, qu'à la fin de l'année devient agent libre. Parce que moi, si tu me donnes un gars de 2 ans, ce que je trouve intéressant, c'est qu'un vétéran, encore une fois, c'est que là, cette année, tu vas peut-être avoir un impact sur mon équipe. Et si moindrement, pour une question XYZ, le fit, au point de vue chimie, ne fit pas, ou performance, l'année prochaine, quand trade deadline arrive, je peux te rééchanger et aller chercher quelque chose en retour. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, surtout en plus, ces équipes, ils n'ont pas le choix. C'est des équipes patientes, c'est des équipes vraiment qui n'ont pas aussi autant d'argent. Tu parles de Pittsburgh, tu parles de. Pas Pittsburgh, tu parles de Baltimore, tu parles de Cincinnati. C'est des équipes, ça fait longtemps là, qu'ils n'ont pas gagné. Ça fait beaucoup de drafts qu'ils font. Ils n'ont pas énormément d'argent à dépenser. Fait qu'il faut vraiment qu'ils soient intelligents. On parlait des Rays. La raison pourquoi les Rays, à chaque année, qu'ils gagnent parce qu'ils ne dépensent pas. Ils dépensent où ils en ont besoin, mais ils construisent les mineurs. C'est les échanges, tu regardes les échanges qu'ils font, souvent, c'est des échanges que tu n'as aucune idée. C'est qui ces joueurs-là? C'est des prospects de A, des prospects de 2A. Mais ces gars-là, dans 2, 3, 4 ans, quand tu es d'une équipe comme ça qui n'a pas énormément d'argent, ils vont les faire monter. Fait que je pense que ce que tu vas voir un petit peu plus souvent à Star dans ces équipes-là, tu vas voir des gars de 2A, de 3A qui vont monter plus vite. Je pense que c'est là la ligue qui vont monter les joueurs. Ça va être plus par là un peu. Ça ne sera pas vraiment par rapport... Ça sera pas des gros échanges que tu vas avoir. Tu vas avoir des gars qui plus des vétérans. Ouais. Puis des call-up. Ça veut dire des vétérans, des call-up, puis des draft picks ou des prospects qui vont être dans le A, dans le 2A, dans le 3. Je pense que ça va être plus ça dans ces équipes-là. Les gars comme, mettons, les Mets qui ont de l'argent, qui peuvent se permettre de dire, OK, on a 25 millions jusqu'à la fin de l'année qu'on peut se permettre pour un joueur d'un an. Mais tu vois plus ça. Les équipes sont beaucoup plus intelligentes avec l'argent. Puis ils ne dépensent pas juste à lancer de l'argent. Oui, les Mets, si ont dépensé de l'argent, ben ils l'ont, l'argent. Les Dodgers, la même chose. Mais ils dépensent intelligemment. Yankees, San Diego, Texas, Houston, on peut en nommer. Même les Yankees, ils ne dépensent pas exactement comme le monde pensait. Ils ne garagent pas leur argent comme ça. Ils sont beaucoup plus intelligents. Puis on regarde les Dodgers, puis les Dodgers qui est des Rays de l'Ouest avec de l'argent, ils sont plus intelligents. Ils sont vraiment plus patients. Puis ils comprennent la long game. Ils comprennent que, OK, peut-être qu'on gagne pas. T'as dit que les Dodgers, c'est les Rays de l'Ouest? Oui, avec de l'argent. OK. Merci de préciser. Avec bien plus d'argent. Légèrement. Je pense que le payroll des Rays au complet joue au deuxième but pour les Dodgers. Là, tu sais, là. Exactement. Non, mais Andrew Friedman, dans la structure, l'infrastructure, la culture un petit peu des Rays qui étaient amenés avec les Dodgers, puis qui ont lancé de l'argent top là-dessus, c'est parfait comme... c'est parfait comme structure. Mais tu vas avoir du monde, tu vas pas autant d'échanges que tu penses. Je pense qu'il y a trop d'équipes qui sont déjà dans la course. Ouais, mais en fait, il va y en avoir beaucoup d'échanges. Il n'y aura pas de gros blockbuster à laquelle on peut s'attendre parce que c'est trop. Il y a trop de parité présentement cette année. Il y a trop des équipes qui sont sur la ligne, la corde raide, comme on peut dire. Fait que, mais ça va être intéressant, ça va bouger énormément. Mais le facteur wow sera peut-être pas aussi dominant qu'on peut penser. Hey, là-dessus, j'aimerais ça. Évidemment, on reçoit plein de textos. J'aime ça. Loïc Racicot, salut les gars, aujourd'hui c'est ma fête. Salut Loïc, bonne fête. Simon Lavigne. Et voilà, je découvre le podcast. Good job, Max et Eric. Ça, c'est nous deux, toi et moi.
Jacqueline Joseph, excusez-moi. Bonsoir, monsieur. Très bon été à vous trois. Hey, merci, écrivez-nous. Posez-nous des questions. C'est un segment d'ailleurs qu'on devrait inclure à partir de la semaine prochaine. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je ne l'ai pas dit au début de l'émission, on va être aussi en ondes en direct le 11 juillet. Et d'ailleurs, on devrait faire une portion de questions en direct pour les joueurs. Pour les gens. Là, il est présentement 10h moins 10, moins 9. Fait qu'on vous quitte là-dessus parce que dans exactement 9 minutes, ceux qui ont encore du jus pour nous écouter, on passe à la version anglophone de Game Over, qui se veut bilingue, j'imagine. Game Over. Je vais le dire avec un accent français. J'arrive de Paris. Game Over. Et c'est plus tendance, c'est Game Over. Exact. Et voici, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, voici les adresses. Simon vient de les montrer. On peut les remonter encore une fois. Je sais pas, est-ce que je viens de pogner. Je peux-tu? Non? C'est correct? OK. C'est là que c'est un one-shot deal. Ah, et voilà. Game Over, Baseball Podcast sur Facebook, Game Over Baseball, Show _ comme ils disent d'une façon très francophone, Show Game Over, Podcast Game Over. Et Eric et moi, on s'amuse à faire des vidéos. On se batte le cul. On a une question d'être un peu plus assidu, mais on a du fun. Et tous les noms que vous avez vus sont évidemment responsables de nous aider à produire ce show, à rendre ça vivable et surtout à nous endurer. Fait que, écoutez, dans 9 minutes, on se retrouve du côté anglophone. Sinon, merci d'avoir été là. On se revoit le 11 juillet pour continuer cette discussion-là. Et sur ces derniers mots, tout ce qu'on peut dire, c'est... Game over! Et voilà! Faut qu'on... we got it! À bientôt, tout le monde! On ferme les livres, c'est terminé. Qui monte sa petite série gagnée avec ta balle bouchette. T'as déjà striké dans tes bouchettes. Et avec des lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game over.